C'est vraiment des petites salopes, les gens qui critiquent ce truc-là, qui disent « Non mais tu dis ça parce que ça sert bien ton business. Ouais, t'as des mauvaises intentions derrière. » T'es là, ouais, j'ai mon audience, c'est ma manière de vendre. Moi, ce qui me déplaît dans l'influence, c'est influencer des gens faibles d'esprit. Quand tu mets en avant de la chirurgie dentaire, où en fait les mecs se liment les dents pour mettre des fausses dents par-dessus, et du coup c'est catastrophique pour les dents. Quand je vois des nanas faire la promotion de chirurgie esthétique auprès de gamines de 15 ans, ça me ferait énormément chier que mes fils ou mes filles suivent ce genre de profil sur les réseaux sociaux. T'as des gens qui sont tellement indignés que n'importe quel signe de gens qui sourient, qui font la fête. Mais quelle indignité! Comment ose-t-il faire cette fête alors qu'il y a une guerre à nos portes en Ukraine? Il y a Macron, comment Macron ose-t-il recevoir le prince sur un banquet aussi fastueux quand des gens crèvent la dalle dans nos rues? Quel est le rapport en fait? Complément d'enquête était arrivé à Dubaï et avait rencontré les influenceurs de la télé-réalité à ce moment-là. Ouais. Et tu voyais des nanas avec des ongles énormes, botoxés comme jamais, qui se la pétaient. Et quoi, j'ai fait que 100 000 € le mois dernier. Un peu limite en train de pisser sur le peuple français en disant bah moi je suis à Dubaï, je paye pas de taxes et en plus je pique tout le monde. Gros fuck en fait. Ça le boss? Ça va le crack? Bon. On se retrouve à nouveau dans ce podcast. Je sais plus combien de c'est. Je sais pas, on en perd le compte tellement qu'on vient tous les jours ici, quoi. Bah ouais, en fait, on vient quasiment tous les jours, même le week-end. Bon, mais le concept est simple. Moi, j'écris 10 sujets. Kevin a écrit 10 sujets. Et en gros, on se fait tirer un chiffre au hasard et ça correspond au sujet de l'autre. Et ensuite, on part en free flow dessus. Super concept. Mais d'ailleurs, on n'a toujours pas de nom pour ce putain de podcast. Non, toujours pas de nom. Ah, tu m'as pas répondu d'ailleurs. Je voulais faire un sondage LinkedIn. Mais t'as rien répondu à tout ce que je t'ai envoyé. Mais tu m'as. Franchement, mec, je suis en train d'enregistrer ma nouvelle formation. Là, j'ai beaucoup de boulot. Mais vas-y, tu pensais à quoi? Je pensais. Franchement. Du coup, les gens, ils peuvent le dire en commentaire s'ils auraient préféré X ou Y, parce que je pense qu'on l'aura du coup choisi avant. En fait, je pensais à 4 noms. Il y en a un qui me tue de rire, c'est les boss du Bossistan. Ouais. Il y en a un. Tu vois, ça te tue. Tu l'as vu passer, quoi. Ouais, je l'aime bien. Après, l'émission business qui a pas de nom. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'avais mis d'autres? Après, j'avais mis 3. Attends, qu'est-ce que je t'avais envoyé? Solopreneur Internet, je t'avais envoyé. Ok. Non, pardon, entrepreneur Internet. Et le 4. Ça, c'est un peu trop. J'ai l'impression qu'on va retrouver des trucs nuls dedans, quoi. Ah ouais? Entrepreneur Internet, ouais, ça fait un peu truc de 94, quoi. Ou le million ou rien. Mais. Million ou rien, franchement, il est cool. Ouais, mais ça nous. Je sais pas. De toute façon, on va arrêter de partager nos chiffres, donc je sais pas si j'ai envie d'aller là-dessus, mais. Ouais. Donc les deux premiers, le Bossistan. Les boss du Bossistan. Ah, les boss du Bossistan. Ça fait rire tout le monde quand je l'envoie. Bref, je mets sur ne pas déranger. Et on est ready. Qui commence par dire le chiffre? C'est toi qui commence à me dire le chiffre. Ok. Putain, tu sais qu'il faut faire hyper gaffe, parce que en fait, la dernière fois dans l'enregistrement, tu vois, en fait, on fait pas gaffe, mais moi, tu sais, je mets du oversize. Et en fait, j'étais comme ça, et mon pull, il partait dans tous les sens. Les gens m'ont dit, mais t'es obèse et tout, tu vois. Je ne suis pas grossophobe. Moi aussi, moi j'ai gardé ma veste pour le style. Ouais, t'as vu, toi, ça, c'est quand même. T'as vu la machine? Classifieux, toi. T'as gagné à la loterie des chaînes, hein. Quel énorme boss. Donc c'est moi qui dis le chiffre? Ouais, vas-y. Ok, 1. 1? Ouais. Influenceur. Ouais. J'aime pas du tout ce terme. Ah ouais? Non. Okay. Je l'utilise souvent plutôt pour rigoler. En fait, 3 trucs. Premier truc, moi, je suis entrepreneur, je suis pas influenceur. Deuxième truc, je déteste les gens qui s'appellent eux-mêmes influenceurs. Et 3, pour moi, c'est un terme qui est galvaudé. Et en fait, c'est une sorte de... En fait, c'est presque utilisé comme une insulte, tu vois, comme une moquerie. Alors qu'au final, tu vois, c'est un meilleur outil de... Enfin, l'influence, j'aime bien l'influence, parler d'influence en secteur, mais influenceur, pour moi, c'est un terme horrible. Mais premier truc, qu'est-ce que ça veut dire influenceur? Influenceur, à la base, tu vois, on pense à Nabila, on pense, tu vois, aux gens des anges de la télé-réalité, etc. On parle pas, tu vois, de leaders d'opinion, mais par exemple, les politiques sont des influenceurs.
tu vois. Mais à l'époque, on parlait plutôt de leader d'opinion ou de, tu vois. Je préfère le terme leader d'opinion qu'influenceur. En fait, je m'en fous, tu vois. C'est vrai que leader d'opinion, c'est... Enfin, on parlait du statut dans un autre épisode, mais c'est vrai que c'est plus élogieux, quoi. T'es quoi, toi? Je suis leader d'opinion. Tu vois? Ouais, mais juste... Non, mais... Oui, mais en fait, c'est pas un métier, tu vois. C'est plutôt un fait. Mais tu vois, quand Time... Je crois que t'as les... Tu vois, Time qui dit les 100 personnes les plus influentes. Tu vois, most influential. Tu vois, et t'as souvent... D'ailleurs, c'est intéressant, en fait. À quoi, en fait, on mesure l'influence de quelqu'un et à quel point, parfois, une personne ou plusieurs personnes peuvent avoir un impact décisif sur l'opinion publique. Et on sait que, tu vois, c'est le cas. Tu vois... Donc, je sais pas si on dit leader d'opinion ou autre, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des gens qui, quand ils disent quelque chose, ça a un énorme impact. Il suffit qu'une personne dise un truc, parfois, pour que ça ait un énorme impact. Mais la question, c'est qu'en fait, quand on dit influenceur, c'est que, si tu veux, il y a des gens qui sont devenus célèbres parce qu'ils ont fait, et donc, en fait, ils sont influenceurs de fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait une carrière musicale. À l'époque, c'était une carrière militaire, hein, les généraux, ou alors, tu vois, un des acteurs, ou, tu vois, des hauts gradés, ou tu vois, des gens qui ont fait des œuvres caritatives, ou des politiques, font que, par leurs actions, sont devenus, en fait, pas influenceurs comme métier, mais sont devenus des gens qui, de fait, avaient de l'influence. Sauf que l'ère Internet a permis à des gens de devenir, entre guillemets, célèbres sans avoir été connus pour leurs actions auparavant. Et en fait, c'était la blague. La blague, c'est... en fait, quand on dit influenceur, c'est... Quand on dit quelqu'un est influenceur, c'est que tu n'es connu que par ton statut de personne connue sur Internet et non pour tes actions, tes achievements hors Internet. Et donc, du coup, tu vois, il y avait énormément, dans les années plutôt 2000, on pensait, tu avais des influenceurs, mais c'est des influenceurs de la télé. Tu vois, on pensait, tu vois, le Love Story, la Star Academy, tu vois, de Simple Life. Paris Hilton, c'est comme ça qu'elle a été un peu connue, tu vois, avec de Simple Life, là. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, tu devais passer par la télé, tu devais passer par ce qu'on appelle... parce qu'on appelle le levier avec permission. Tu devais avoir le levier de la permission de la télé ou autre, ou des maisons de disques quand tu étais artiste, etc. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le levier sans permission, c'est que les réseaux sociaux te permettent de créer ton influence toi-même, tu vois, créer, et en fait, que tu n'aies plus besoin du monopole de distribution des médias, etc. Et ça rend fou tout le monde, parce que tu peux tout faire sans la permission de personne. Tu peux publier un livre aujourd'hui sans éditeur, tu peux t'auto-éditer, ce qui est ouf, tu vois. Tu peux créer ton OnlyFans ou ton Instagram, tu vois, sans passer par des agences de mannequins. Tu peux, si tu as envie de chanter, tu vois, tu as une pote qui chante là, tu peux te mettre sur Instagram, podcast sur TikTok. Si tu veux faire des sketchs comiques, tu n'as plus besoin de passer par le gratin, les trucs, les pâtés, les sédous, là, toutes les familles, tu sais, qui... Je dis pas qu'ils n'ont pas de talent, mais tu as un gratin franco-français de trucs, c'est toujours les mêmes, tu vois. Sur TikTok, tu peux complètement squeeze tout ça et devenir comme Squeezie, tu vois, PewDiePie ou des mecs comme ça. En fait, tu as des millions, voire des milliards d'abonnés sans avoir la permission à demander à personne. Et évidemment, à la base, les gens, ils ont envie de se foutre de ta gueule, tu vois, de te dire, influenceur, tu montes ton cul sur Insta, tu fais l'influenceur sur LinkedIn. Et d'ailleurs, tu as des gens, moi, ou toi, tu sais, qui arrivent, puis tu sais, ils sont un peu narquois, te disent, ça, l'influenceur LinkedIn, mais ils se foutent, en fait, c'est mis, cool, et en fait, ils se foutent de ta gueule, tu vois. C'est super mal vu, en fait, dans le monde, mais en France, c'est très mal vu parce qu'on est un pays, en fait, on est un pays d'ingénieurs, d'énarques, on est un pays qui aime beaucoup le statut, tu vois. On est un pays où... En fait, on est assez rigide finalement sur, tu vois, très napoléonien encore. Donc en fait, quand tu casses un peu les codes, tu fais l'influenceur. On parlait la dernière fois de est-ce que c'est éthique, tu vois, les gens qui vont sur OnlyFans et qui monétisent, tu vois, des photos à poil. Moi je m'en fous en fait de si c'est éthique ou si c'est pas éthique. En tout cas, ce que je pense, c'est que la nana ou le mec qui fait ça, il est probablement... il va peut-être vivre une meilleure vie s'il fait 20 000 euros par mois en montrant tu vois, des photos d'abdos ou de ses fesses que tu vois, caissier chez McDo, quoi. Ouais. Je pense. Ouais. Moi j'ai pas de...
Pour moi, je trouve pas le terme péjoratif. Je pense que quand tu me parles de ça, il y a tout de suite une émission qui me vient en tête, qui est une émission sur Complément d'enquête, je crois, où Complément d'enquête était arrivé effectivement à Dubaï et avait rencontré les influenceurs de la télé-réalité à ce moment-là. Ouais. Je crois que c'était il y a quelques années que cette Ouais. émission est sortie. Et tu voyais des nanas avec des ongles énormes, botoxés comme jamais, enfin bref, horribles physiquement, enfin voilà, qui se la pétaient et qui disaient regardez, nous on vit avec 100 000 euros par mois, mais quoi, j'ai fait que 100 000 euros le mois dernier, voilà, et un peu, genre un peu limite en train de pisser sur le peuple français en disant bah moi je suis à Ouais. Dubaï, je paye pas de taxes et en plus je nique tout le monde parce que j'ai compris le game de l'influence Ouais. et du coup gros fuck en fait, tu vois. Donc effectivement ça a donné une très 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 mauvaise image à l'influence. J'ai été influencé, je suis influencé par les gens que je respecte, tu vois. Je suis influencé, par exemple, toi, sur les choses que tu m'as dit, par exemple, sur le soloprenariat. J'ai été influencé par Oussama Hamar, j'ai été influencé par des Américains, Gary Vee aussi, beaucoup, par ces gens-là qui sont dans le business. Euh, j'ai pas forcément été influencé pour passer à l'achat. En revanche, je pense que c'est quelque chose en 2024 qui va certainement très bien marcher, l'influence, puisque comme on l'a dit la dernière fois, la publicité coûte extrêmement cher. Moi, ce qui me déplaît dans l'influence, c'est influencer des gens faibles d'esprit. Mais c'est un peu toujours pareil. De te dire qu'en fait, tu vas faire acheter des produits chinois à des gamins, à des gamines de 15 ans, en disant que c'est un truc de ouf et qu'il faut absolument le faire. Et finalement, dans ce truc chinois, tu as des produits cosmétiques qui vont te défoncer la peau. Quand tu mets en avant de la chirurgie dentaire, où en fait les mecs se liment les dents pour mettre des fausses dents par-dessus, et du coup c'est catastrophique pour les dents. Quand je vois des nanas faire la promotion de chirurgie esthétique auprès de gamines de 15 ans et qui mettent ça en avant, enfin bref, je trouve que ça donne une très 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 mauvaise image à ça et ça me ferait énormément chier que mes fils ou mes filles suivent ce genre de profil sur les réseaux sociaux parce que c'est pas ce que j'ai envie et les valeurs que j'ai envie de leur transmettre, tu vois. En revanche, je pense qu'il y a des influences positives pardon, et il faut réussir à faire le juste le milieu avec ce qui nous baratine, ce qu'on nous balance tous les jours, tu vois. Il y a Booba qui a mis en gros danger l'influence aujourd'hui et tous les bullshit qui se sont passés autour de ça, tu vois, avec Baba, avec TPMP et tout. Heureusement qu'il a été là pour en sortir pour sortir des vérités, quoi, finalement, qui, je pense, au grand jour, sont choquantes. Je sais pas si tu as entendu cette Ouais, histoire, là. ouais, ouais, bien sûr. Mais je pense que tout le monde a besoin d'influence. On a besoin d'être influenceur, on a besoin d'avoir une direction, sinon on est totalement perdu. On a besoin d'avoir un guide, tu vois. Est-ce qu'on peut même dire que la religion, c'est de l'influence, tu vois? Ça te donne une espèce de... Non, mais Premier influenceur mondial, hein, premier Jésus. influenceur mondial, Ouais. Jésus, qui a Ouais. commencé à distribuer effectivement des livres, Ouais. qui a demandé à des prophètes, des prophètes de les réécrire et de les délivrer au maximum de personnes. Donc c'est de l'influence, ce qu'il a commencé à Ouais, faire, bah, carrément. sans réseaux sociaux, sans digital. Et je pense que ça a aidé des millions de personnes, comme ça en a beaucoup février. Mais, euh, mais l'influence alors ça, c'est plus de l'influence l'influence qu'on a aujourd'hui, tous les deux sur les réseaux sociaux. Je me rends compte que on a une certaine responsabilité. Faut pas Ouais. dire n'importe quoi, tu Ouais. vois. Je pense que beaucoup de gens disent n'importe quoi. Beaucoup de gens dans l'influence te donnent de mauvais conseils. Beaucoup de gens dans l'influence te donnent un mauvais état d'esprit pour entreprendre. Attends, je note, hein, parce que il y a Euh, plein de trucs qui me viennent là. et ça, je pense que c'est malsain. Et nous, notre manière à nous, moi, comment est-ce que je vois le truc, c'est que beaucoup de gens qui ont de l'influence vont partir dans un truc qui est hyper gratifiant, qui est la secte, le gourou, tu vois. On avait déjà parlé à un moment pendant un dîner, mais je pense que il y a une barrière à pas franchir avec l'aspect gourou. Moi, je suis beaucoup plus
ce qui me plaît beaucoup plus, c'est d'avoir le respect des gens à travers la sagesse et l'intellectuel, tu vois. À travers montrer que, en fait, bah oui, je fais des erreurs. Non, je ne sais pas tout. La différence avec un gourou et un sage, c'est ça. Hein, c'est qu'un gourou dit non, non, c'est ça la vérité. Il n'y a pas d'autre manière de faire, tu vois. Et un sage, ça va être, bah, moi, ma vérité personnelle, ça a été celle-là. Voici si ça peut vous inspirer, comment est-ce que ça peut vous aider dans votre chemin personnel, tu vois. Et je pense que la limite dans l'influence, elle peut être rapidement dépassée. Et ça peut être extrêmement dangereux voilà, de se dire, par exemple, si tu tapes sur l'école, de dire que les écoles de commerce, c'est absolument de la merde. Ça a marché pour certaines personnes, ça n'a pas marché pour d'autres, tu vois. Euh, la question, c'est est-ce que tu peux avoir de l'influence sans être aussi polarisant que ça, tu vois. Est-ce que tu peux avoir de l'influence sans tomber dans le vice du gourou qui a des idées très arrêtées sur les choses et qui essaye de mettre les gens dans ces idées-là, quoi, tu vois. Les sages sont respectés, tu vois. Les gourous sont admirés. Et comment est-ce que tu arrives à compiler les deux? Ouais. Est-ce que ça te fait penser à des choses? Mec, j'ai pris des notes pour te dire. En fait, je me rends compte que c'est un sujet. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit on a besoin d'être influencé. Et moi, j'ai manqué de rôle modèle dans ma vie, tu vois. Et quoi qu'on en dise, tu vois. Il te faut, tu vois, les nanas ont besoin de rôle modèle féminin. Et les mecs ont besoin de rôle modèle masculin. Et aussi, on a besoin, en tant que gars, d'avoir des rôles modèles féminins. Et les nanas ont besoin aussi de rôle modèle masculin. Et tu vois, si tu regardes, en fait, dans les années, tu vois, 2010 ou autre par rapport à nous, on a manqué de rôle modèle, en fait. On a manqué de rôle modèle masculin. Tu vois, tu vois, si je pourrais te poser la question, en fait, genre, c'est qui tes rôles modèles masculins? Tu vois, c'est quoi la définition, genre, d'une bonne masculinité, tu vois? Et ces mecs, est-ce qu'ils prennent la parole, tu vois, pour éduquer, tu vois, les jeunes garçons? En fait, non. Tu vois, parce qu'ils ferment tous leur gueule, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, tu vois, que leurs propos, tu vois, soient considérés comme polémiques. Dès que tu veux parler d'un sujet qui est important, le sujet est systématiquement polémique. Si tu commences à parler, tu vois, si un acteur commence à parler de relations femmes-hommes, je sais pas, de séduction, de l'école, de ce que tu dois faire de ta vie, mais tu vois, et pas dire des banalités, mais dire des choses, il va forcément avoir un tollé. Donc ils ferment tous leur gueule, tu vois, parce qu'aujourd'hui, prends les acteurs, parce que c'est quand même pour les mecs, hein, je parle, les gars les plus importants, c'est les joueurs de foot, de 1, hein, ou de la NBA, tu vois, à la limite. Ensuite, tu as les acteurs, et à la limite, tu vois, des musiciens. Mais les sportifs ont pris beaucoup de place, tu vois. Le problème, c'est que les sportifs, ils ferment tous leur gueule, parce que contractuellement, ils peuvent rien dire. Tu vois, c'est bataille de non-dit sur bataille de non-dit. Sauf, tu vois, limite Ronaldo et Mbappé, maintenant, ils commencent à ouvrir leur gueule, tu vois. Ou Benzema, des mecs comme ça. Les acteurs, ils ont tous peur. Tu vois, Hollywood, c'est la pire chasse aux sorcières. En fait, tu peux rien dire. Sinon, tu vas être taxé de je sais pas quoi, de trucs, de tac. Donc, en fait, franchement, moi, dans les années 2010, j'avais pas vraiment de rôle modèle masculin, tu vois. Et c'est chaud parce que, tu vois, ces mecs que tu voudrais suivre, tu vois, mais tu peux pas. Alors, j'avais évidemment mon père. Mais mon père, tu vois, il a 74 ans, il comprend pas, enfin, tu vois, il comprend encore des trucs qui se passent, mais il a beau, tu vois, m'aimer, m'accompagner, enfin, tu vois, il est pas né avec Internet, et même, bon, tu vois, il m'a aidé sur énormément de trucs, et il m'a bien éduqué, je pense, tu vois, mais c'est important aussi, ouais, je pense, d'avoir des modèles masculins. Et aujourd'hui, c'est super bizarre, mais je trouve qu'il y a un retour, justement, à certains rôles modèles, tu vois. Moi, j'adore ce que, tu vois, Naval Ravikant, il m'a énormément aidé sur plein de trucs, la santé, tu vois, créer son business, sur la philosophie de vie, et il y en a d'autres, Peter Levels, tu vois, Daniel Vassallo, même Andrew Berman, tu vois, j'aime bien Joe Rogan, qui est controversé, mais ça veut pas dire que j'adhère à tout ce qu'il dit, mais j'écoute, tu vois.
C'est pas parce que j'écoute, que j'adhère ou que j'ai pas d'esprit critique. Et ça m'a grave manqué, en fait, des rôles modèles masculins. Et on en a besoin, en fait, tu vois. Et même féminin aussi, c'est pareil, en fait. Moi, je vais te dire un truc. Souvent, en tout cas dans mon business, dans ma vie actuellement, dans la vie que j'ai construite, souvent j'ai eu peur. Souvent j'étais effrayé. Savoir comment je fais, comment j'ai fait, comment je vais faire. Et c'est le but de l'entrepreneur, hein, typiquement, de se réveiller tous les matins et d'avoir peur, de savoir si ça va s'arrêter demain, de savoir si je vais passer ma vie à travailler, de savoir comment est-ce que je gère ma vie, tu vois. Et en fait, on a dit la dernière fois, on a comparé l'influence avec Jésus, la Bible, etc., ce qu'il a montré au monde. Et je pense que des gens sans la Bible, sans la religion, sont effrayés par la vie, tu vois. Je pense que l'influence arrive à relativiser. Par exemple, tu vois, moi quand je vois Oussama Ammar, je l'ai tellement vu, mais quand je vois Oussama Ammar sur YouTube, bah, ça me fait un petit pic, tu vois, genre de sympathie, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a eu un impact dans ma vie, tu vois. Et je sais que sans Oussama, j'aurais probablement jamais entrepris. Donc son influence m'a beaucoup aidé. Et donc c'est lié avec ce que j'avais en tête de te dire aussi que dans mon esprit à moi, tout le monde a quelque chose à dire. Je rencontre des gens autour de moi qui sont extraordinaires. Toi, tu m'as appris énormément de choses, par exemple, parce que tu t'y es intéressé aussi, tu vois, tu as cité tous ces gens-là, sur les femmes, sur les relations de l'homme, la masculinité, la rupture, tu vois, des sujets sur lesquels tu t'es influencé aussi par une coach que tu suis, que tu vois fréquemment et qui te permet aussi de répondre à tes questions et de raisonner, tu vois. Chose que moi, un travail que j'avais pas forcément fait. Je suis influencé par des amis qui se sont intéressés, qui se sont formés à tout ce qui est naturopathie, comment est-ce qu'on prend soin de soi, qu'est-ce qu'on doit manger, à quelle fréquence, pourquoi est-ce que les protéines sont importantes par exemple pour le corps humain, tu vois, un truc tout con que j'ai appris, mais pourquoi est-ce que les protéines sont utilisées, quand par exemple tu as un accident, tu perds une jambe, les protéines sont utilisées pour accélérer la réparation de tes cellules, parce que c'est à ça que ça sert la protéine, tu vois. Donc c'est hyper important. À quoi ça sert un glucide ? Un glucide, c'est la clé de tout ce qui va permettre à ton corps d'absorber, tu vois, les protéines, les lipides, etc. C'est pour ça que c'est important de manger du pain en même temps de manger, ou de manger du riz, tu vois. C'est ce qui lie en fait tous les ingrédients. Donc bref, tu vois, toutes ces petites choses-là, je les ai apprises en posant des questions à des personnes qui savaient mieux que moi. Ouais. Et je les ai apprises. Et à chaque fois que j'apprends quelque chose, je me dis, mais putain, pourquoi est-ce que je le savais pas avant ? Et je me dis, comment est-ce que les gens font quand ils le savent pas, tu vois ? Parce que j'ai quand même vécu 30 ans sans savoir toutes ces choses-là. Et à chaque fois, je me dis, mais putain, et j'ai vraiment ça. C'est une espèce de révolte, mais je me dis, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à apprendre, et tout le monde devrait le faire, tu vois. Ne serait-ce que prendre la parole et de commencer à documenter auprès de ses amis. Moi, j'aurais adoré l'avoir, adoré savoir. Comme tout con, mais je parle avec mon prof tu vois, j'ai pris un coach de sport. Je lui dis, mais c'est tellement simple en fait que tu me prennes en vidéo et tu juste te filmes en montrant chaque position que tu dois avoir sur X machine, tu vois. Putain, mais tout le monde a besoin de ça. Est-ce qu'il y a un mec que je peux trouver sur YouTube qui va me montrer comment utiliser chaque machine dans la salle de sport ? Non, ça n'existe pas, tu vois. Et pourtant, c'est quelque chose qui aurait pu influencer mes réussites, c'est quelque chose qui aurait pu m'aider à continuer et avoir de meilleurs résultats dans la vie de tous les jours. Et ouais, je pense que c'est triste de voir que, en fait, tu vas apprendre des choses, peut-être que je vais apprendre des choses dans 40 ans, 20 ans, que j'aurais aimé avoir maintenant, tu vois. Parce que je suis avide de connaissances, avide de savoir. Je pose plein de questions. Mais si tu es quelqu'un qui pose jamais de questions, malheureusement, tu n'as que l'influence Internet, tu vois. Bah, avant l'influence Internet, tu vois, les livres. Les livres, et l'école. Mais tu sais, en fait, je te rejoins à fond sur la documentation. T'imagines, en fait, si, au lieu d'avoir, tu vois, Internet et quelques bouquins, parce que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de bouquins qui ont été écrits, on possédait l'ensemble des connaissances de plusieurs millénaires depuis le début de l'histoire de l'humanité. T'imagines ? Parce que, en fait, si ça se trouve, les hommes des cavernes, ils avaient découvert des trucs qui seraient super utiles aujourd'hui. Je te donne un exemple.
le jeûne, le fait de ne pas manger. Aujourd'hui, tu vois, tu as des études de Harvard ou je sais pas quoi, tu vois, qui disent que le jeûne intermittent est super bon pour la santé grâce à la cétose. Et tu as des prix Nobel, tu vois le prix Nobel japonais d'il y a quelques années qui a gagné, tu vois, un prix Nobel sur la cétogenèse, sur le fait que jeûner, ne pas manger, permettait en fait de nettoyer le corps. Alors qu'on t'a dit pendant un siècle avec la société américaine, il fallait te gaver de conneries, de tartines et tout. Et non, apparemment, en fait, c'est bien de jeûner, tu vois, au moins un petit peu dans la journée. De pas toujours avoir un truc dans le bide. Mais ce truc-là qu'on te dit, tu vois, des fancy écoles, études, je veux dire, c'est quelque chose qui est dans les religions du livre. Et en fait, ces gens-là qui ont fait, enfin, tu vois, les religions du livre, c'est un pilier, tu vois, dans l'islam, dans le judaïsme et dans le christianisme, le jeûne, c'est quelque chose qui est promu. Et il y a des milliers d'années, on s'était enfin, tu vois, des gens où la science était assez limitée par rapport à ce qu'on faisait maintenant, s'étaient rendus compte que c'était quelque chose de positif pour la société. Parce qu'on oublie aussi que la religion, c'est une forme de régulation, on va dire, de la population, tu vois, c'est un truc, parmi les premières lois, hein, les lois ecclésiastiques. Et donc le jeûne, tu vois, dans l'islam, via le ramadan, le carême via le christianisme, et le Shabbat pour le judaïsme, tu vois. Donc, toutes les religions du livre ont montré ça. Et ce que je veux dire, c'est que il y a plein de trucs, tu vois. Si ça se trouve, tu vois, quand tu as eu une peine de cœur, tu vois, il y a quelques mois, ça se trouve, en fait, tu sais pas, mais il y a 2500 ans, il s'est passé exactement la même chose en Égypte, ou je sais pas où, et il y a un gars qui a eu le même truc que toi, sauf que vu qu'à l'époque, ils n'ont pas écrit, ils sont pas documentés, tu peux pas le savoir. Alors que si ça se trouve, s'il y avait une bibliothèque là-dessus, tu aurais pu peut-être, en fait, lire, tu vois, un récit de quelqu'un qui a eu exactement le même truc, la même événement. L'écriture, ça a été inventé qu'il y a que 5000 ans. Tu vois, donc dans l'histoire de l'humanité, c'est rien. Et à l'époque, c'était justement, dans la majorité des civilisations, c'était justement l'Église. C'était les curés, tu vois, les prêtres qui écrivaient, tu vois. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout mis en place. Donc, en fait, les gens, ils savent pas documenter. Et pourtant, tu vois, mais le savoir, tu vois. Tu t'as parlé des glucides et des protéines tout à l'heure. Quand j'avais 20 ans, je suis parti en voyage avec mon père. Et à un moment, quelqu'un me dit, on voit une carte, et sur le menu, il y avait les glucides et les protéines. Et à un moment, je dis à mon père, mais je dis, tu comprends quelque chose à ces histoires de glucides et de protéines et tout? Mon père me dit, non, je sais pas ce que c'est. J'avais 20 ans et mon père avait 64 ans, tu vois. Et on savait pas ce que c'était un glucide, une protéine. C'est fou. T'imagines toutes les connaissances à côté desquelles on passe à cause de gens qui ne documentent pas leurs découvertes, leurs connaissances. Et c'est assez intéressant ce que tu as dit sur le jeûne. En fait, on a souvent tendance à... Et du coup, c'est un peu le débat de tout ce qu'on dit, mais la conclusion, en tout cas, de ce mot-là, c'est que l'influence est plus devenue économique que pratique pour l'humanité, tu vois. En fait, c'est typiquement, mais beaucoup de gens disent par exemple que le petit déjeuner est le meilleur repas de la journée, mais globalement, des études ont montré que de ne pas manger le matin était bénéfique pour ton corps parce que ça permettait de le purifier, etc. Et en fait, moi, j'ai été bombardé de marketing à cette époque qui disait, et même mes parents me disaient, Kevin, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, etc. Il faut que tu manges, il faut que tu petit déjeunes, etc. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai jamais eu faim le matin, tu vois. C'est comme tout ce qui est douche froide, bain glacé. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, tu sais, depuis quelques années, avec la magie d'Internet et avec les gens qui ont le courage de documenter, on commence à avoir des petites révélations comme ça en disant mais putain, mais ça fait quand même 10 ans qu'on nous dit de bouffer le matin et en fait, c'est mieux de pas bouffer le matin. Bon, ok, si les études le montrent, on y va, quoi, tu vois. Alors que dans l'analyse qu'on avait faite, et du coup, c'est ça la différence entre... En fait, on est gouroufié par les marques, tu vois, qui nous imposent des idéologies, qui rendent des trucs dans notre tête depuis qu'on est tout petit. Et on a du mal à s'en sortir, tu vois. Et c'est ça la différence entre la sagesse qu'est la science, où elle va aller faire des expérimentations et elle va dire, voilà, finalement, ce qu'on vous dit, c'est pas vrai.
c'est pas aussi polarisant que ça. En fait, la vraie alternative, c'est celle-là, tu vois. Et on a, grâce à la science et grâce à la création de contenu, à des gens qui se sont révoltés, on arrive, même quand je vois les produits de beauté, les merdes qu'ils nous mettent dans les trucs, tu vois, genre au final on dit ah mais oui c'est cancérigène. Tous les trucs par exemple là j'ai vu récemment, ils vont changer le score du Nutri-Score là. Je me demande pourquoi ça n'a pas été installé depuis 20 ans déjà cette histoire. Tu vois, en fait tu manges des trucs et tu fais confiance à la marque, on sait pas ce qu'ils foutent dedans. Quand j'ai entendu que les Choc-à-Pic étaient notés A en Nutri-Score, je me suis dit putain quand même ils abusent, tu vois, genre tu sais que les Choc-à-Pic c'est bourré de sucre, c'est bourré de chocolat. À d'autres, quoi. Donc, il y a des trucs qui sont en train de changer et c'est tant mieux, mais en tout cas, on se fait quand même vachement influencer et je dirais même manipuler en nous faisant croire à des concepts qui au final ne sont pas vrais pour nous pousser à consommer et à dépenser, quoi. Bah, en fait, carrément. Et c'est pas on dit l'influence, tu vois, c'est l'influence individuelle. Par rapport à l'influence collective, tu vois, tu as parlé évidemment. Tu te rappelles de Super Size Me, le documentaire là, le gars qui va manger à McDo. Truc de McDo, ouais. Tu vois, à un moment, il y a un gars, il dit un truc qui est très vrai. Il dit, tu vois, quand t'as un gamin qui est à la télé, tu vois, il y a des pubs partout, tout le temps, pour McDo, pour Subway, pour je sais pas quoi. Il dit, le daron ou la daronne, tu vois, ils partent à 7h, 8h du matin, ils bossent, tu vois, ils doivent bosser, ils rentrent, ils sont exténués. Tu vois, ils se mettent peut-être devant la télé ou devant un film parce que tu vois, ils ont besoin de se reposer. Parfois, ils vont se mettre peut-être un petit verre et tout. Et peut-être une fois, sous quelques jours, tu vois, le daron ou la daronne va dire au gamin attention, faut pas trop manger de sucre. Ah non, fais gaffe au coca. La télé aussi, tu te rappelles quand on disait qu'il fallait pas être proche de la télé quand on était petit, alors qu'en fait on met maintenant des VR dans les yeux et on dit ça change rien. Bah, et il y avait un gars dans Super Size Me, il disait et si le gars bah, tu vois, il passe peut-être 10 secondes, tu vois, par semaine à dire une petite remarque au gamin et que le gamin, il se prend des heures tous les jours de propagande, mais le daron, il peut rien, tu vois, là-dessus. Et c'est ouf à quel point, là où, en fait, la meilleure manière de faire passer un message, c'est de le conceptualiser et de le nommer. Tu vois, comme tu as dit, tu sais, quand je te dis, si je te dis sans alcool, la fête est plus folle, tu sais que ça vient d'une marque à l'origine ? Non. Non. Je sais pas. Mais par contre, tu te rappelles du slogan. Ouais. C'est un slogan publicitaire. C'est juste qu'en fait, on se rappelle de ces trucs, ça nous rentre dans la tête. Le petit-déj, le repas le plus important de la journée, tu vois, c'est pareil. Mais le pire, c'est que les gens qui disaient ça, ils mangeaient des tartines avec de la confiture d'abricot, du café et des croissants. C'est le pire truc pour commencer la journée, tu vois. Ouais. Alors que maintenant, on se rend compte c'est probablement mieux, limite, en tout cas pour moi, ou pas mal de gens que je connais, limite de commencer le petit-déj avec un steak et des œufs, tu vois. Salé, ouais. Ouais. Donc, non, mais carrément, donc sur l'influence. Et ce que tu as dit sur la santé, en fait, mais mec, moi, franchement... On découvre petit à petit. Tous les deux, en plus, c'est marrant parce qu'on se pousse tous les deux un peu aussi. Avec les connaissances que j'arrive à avoir, à chaque fois que je te les partage, là, toi, tu me les repartages à chaque fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on est là, mais pourquoi on ne le savait pas avant, tu vois ? Non, mais moi, j'en suis. Et je me sens tellement plus en forme depuis que j'arrive à, tu vois, à hacker ma nutrition. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, on s'est fait empoisonner pendant longtemps. Hein. Mais pas juste, tu sais, par... Les gens, ils ont quand même dit les clopes, quoi. Ils nous ont quand même fait fumer des clopes. Hein. Non, mais ça, on savait que c'était, tu vois... on le savait pas au début, hein. Non, quand ils faisaient oui, mais à l'époque, on voyait les parents fumer, on voyait les gens fumer au cinéma. Ils ont été très forts quand même. Bah ouais. Alors, il y a plusieurs trucs, mais il s'agit pas juste. De toute façon, si je vais là-dessus, mais il s'agit pas juste de l'alimentation, il s'agit aussi de nos modes de vie urbains. Les villes urbaines sont pas du tout faites, tu vois, pour respecter le cycle biologique des humains, tu vois. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? D'après toi ? Mais déjà, franchement, il y a un truc. Là, on le voit. Tu sais quelles sont les plus grosses déficiences chez les humains occidentaux ? Fer et vitamine D. Ouais. Le fer, tu le trouves dans les lentilles, tu vois, le gibier, dans plein d'autres trucs, la viande aussi, etc. La vitamine D, la première source de vitamine D, c'est le soleil. Tu vois ? Et la vitamine D,
si t'en manques, c'est galère. C'est pas bien d'être en le déficit. plus important. T'es tout pâle, t'es inquiet, t'es stressé. Et on nous dit la société manque de vitamine D. C'est quand même incroyable. Et on te dit la source principale de vitamine D, c'est le soleil. Évidemment que quand tu crées des gratte-ciel de dizaines ou centaines de mètres de haut et que tu fous des humains, tu vois, au niveau zéro ou au niveau, enfin, tu vois, pas au niveau de la mer, mais parce qu'il y a, et tu les mets dans des trucs avec des buildings où il n'y a pas, en fait, finalement, de rapport avec la nature. On s'est rendu compte aussi que c'était important d'être proche de la nature parce que ça t'aide à sécréter une hormone qui s'appelle, il me semble, l'ocytocine ou l'ovocytine. On mettra dans le replay, là, vous allez trouver un bandeau avec la bonne. Pas du tout, il n'y aura pas de bandeau. Non, je rigole. Mais tu vois, on se rend compte que c'est important. Ouais. Donc, pas de nature, que du béton, ça, c'est pas du tout bon. Pas de soleil. Et tout ça, en plus, on te fout des métros, des métros souterrains. Non, mais, en fait, il faut pas être un génie pour se rendre compte qu'il y a un problème là-dedans, tu vois. Et on a créé des villes là-dessus. Ouais. Mais mec, il y a un souci. Ça, plus l'alimentation, tu vois, industrielle... et puis surtout, maintenant on se rend compte même, on fout, non mais juste faire bosser des mecs de 9h à 18h sur des putains de bureaux assis sédentaires, et tout le monde, évidemment, et les gens ils ont des scolioses, ils ont des douleurs, mais il n'y a rien qui va en fait, tu vois, dans ce qu'on a créé au XXe siècle et au XXIe siècle pour nous. Et en fait, on est en train de break free, tu vois. Je veux dire, toi, t'as 32, c'est ça 32 33. ans. Hein 33 cette année. Ouais, 33. Moi, j'ai 31 bientôt. Ça me fait bizarre de le dire, 31. Mais on est en train de break free, tu vois, break free. Parce qu'on break free d'arrêter de bosser dans un job, tu vois, à Paname. On est en train d'avoir une sorte d'indépendance financière que nos ancêtres avaient pas, tu vois, de se libérer. On se libère de plein de dogmes. Via tu vois, Internet qui nous permet tu vois, d'être influencé par les bonnes personnes et d'avoir un nombre d'opportunités qui sont incroyables. Et on se libère des dogmes de santé, des dogmes de sommeil, des dogmes géographiques. Tu vois, là, on est au Portugal, on a ouvert un putain de studio, on a 31 ans. Les opportunités sont explosives. Et on se rend compte qu'en fait, on s'est fait empoisonner dans tous les sens pendant des dizaines d'années et qu'on savait rien. Tu sais, ça me fait un peu penser à ce que je disais tout à l'heure à mon prof de sport. Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est l'environnement. L'environnement. Là, tu as parlé beaucoup de l'environnement. Donc, la ville, en l'occurrence, qui ne te permet pas de bien vivre, etc. Et beaucoup de gens vont se trouver un peu des excuses. Non, mais le travail, c'est là. Tu vois, en fait, ils vont se trouver des excuses à ne pas le faire, quoi. Tu vois, à pas partir de la ville, etc. Donc, ce qui est, genre... Et par rapport même à ce podcast-là, tu vois, il y a un hack un peu de cerveau que je fais, moi, qui est, en fait, tu crées ton environnement pour avoir la vie que tu veux, pour atteindre les objectifs que tu veux. Et ça peut partir du rice cooker que j'ai acheté, tu vois, parce que je me suis dit, OK, il faut que je fasse du riz. Pendant une semaine, je me suis rendu compte que je faisais pas de riz. Je me suis acheté un rice cooker, je mange du riz pratiquement tous les jours maintenant, tu vois, parce que c'est 2 minutes, parce que ça me simplifie l'acte de faire l'action. Ok, j'ai du mal à faire mes enregistrements vidéo, j'ai du mal à faire du contenu, je vais créer un studio de podcast, tu vois. Donc, tout le monde ne peut pas se créer un studio de podcast. Non. Mais en tout cas, moi, j'avais commencé à créer, tu vois, dans ma cave, un studio où j'y allais et j'allais enregistrer. Mais ce n'était pas suffisant, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que créer, en fait, son environnement de bien-être, tu vois, et en prendre conscience, c'est quelque chose qui va te faire devenir, je pense, un meilleur humain et qui va te permettre d'atteindre les objectifs que tu veux. Pareil, quand tu veux faire une formation, tu vois, quand moi je procrastine ou des choses comme ça, je me mets dans des conditionnements. Tu vois, j'essaye de me dire, de donner des timings sur le truc que je dois faire, d'essayer de m'imposer des choses chaque jour. Tu vois. Et si j'y arrive pas, je me punis dans une certaine mesure. Tu vois. Ouais. En tout cas, voilà, pour peut-être dépasser le cap de... parce que moi, ça a marché par exemple avec le riz, et je sais que c'est quelque chose, tu vois, qui est bon pour la santé, le riz, meilleur que les pâtes d'ailleurs, tu vois. Ouais. Mais pour en tout cas hacker votre cerveau à changer des habitudes, il faut créer l'environnement pour pouvoir se permettre de le faire. C'est le conseil que je donne. Un rice cooker, ça coûte 30 balles sur Amazon. Voilà, vous allez me remercier. Ouais. On enchaîne ? Vas-y. À toi ? Airfry aussi, ouais. À moi ? Ouais. Je veux dire 3. 3. Ta stratégie d'investissement. Faut qu'on fasse attention, faut qu'on dise qu'on fait. Alors, nous ne sommes pas conseillers en investissement agréé.
Donc, ne prenez rien de ce qu'on dit comme quelque chose de valable et ne suivez surtout pas ce qu'on dit Surtout pas pour faire vos stratégies. On n'est pas agréé, donc on va dire plein de trucs, nos opinions, mais on ne donne pas de conseils. Ouais, exactement. Alors, en tant que solopreneur, tu as quand même beaucoup de cash flow qui rentrent par mois. Donc, on a un peu les meilleurs clients pour investir et les meilleurs clients pour pouvoir placer son argent. La difficulté, je pense, aujourd'hui, c'est le contexte un peu compliqué dans lequel on vit. Moi, quand j'ai commencé à avoir du cash, je me suis posé plusieurs questions. La première, ça a été où est-ce que je peux investir ? La deuxième question, ça a été où est-ce que je peux investir et gagner le plus de cash ? Et la troisième question, c'est où est-ce que je peux investir en gagnant le plus de cash et en diminuant au maximum les risques ? Dans tout mon entourage de millionnaires autour de moi, ils ont tous perdu énormément de cash. Tous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais fait un post LinkedIn à un moment en disant mais à quoi bon essayer de gagner 15 millions quand tu sais que tu vas en perdre 10 dans des investissements foireux, quoi. Ouais. Je pense que moi j'ai identifié un peu 5 investissements potentiels. Le premier investissement potentiel, c'est bien sûr l'immobilier. Et j'y revenir dessus à chaque fois. Le deuxième, c'est dans les startups. Le troisième, c'est dans les investissements crypto, etc. Machin. Le quatrième, c'est dans ta boîte. Tu vois. Et le cinquième, c'est en toi. On va dire. Tu vois. Investissement en toi. Quel boss. C'est beau ça, non ? Ouais, mais oui. Non, ouais. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à me dire, OK, je vais investir dans l'immobilier, il y avait plusieurs choses. La première, déjà, il faut que j'aille voir une banque. Là, ça va me prendre du temps. Deuxième chose, c'est qu'il va falloir que je trouve l'appartement. Ça va me prendre du temps. Troisième chose, c'est qu'il va falloir que je visite l'appartement, que je négocie, que j'achète, que je meuble, que je fasse des travaux, etc., etc., etc. Donc, moi, j'ai plus vu l'investissement comme temps dépensé versus argent gagné et à long terme, quoi. Donc, en fait, acheter un bien immobilier, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est une start-up en tant que telle. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que si tu achètes un bien immobilier, tu vas passer du temps dessus. Tu vas devoir faire beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs, etc. Et moi, l'année dernière, en tout cas, je n'avais pas de l'énergie ni le temps de le faire. J'étais très focus sur mon business, j'avais envie de voyager. Donc, en fait, je pense que pour investir dans l'immobilier, c'est une bonne idée, hein, il faut du temps. Voilà. Moi, la chose que je tends pour l'instant, il était plus précieux que l'argent à l'époque, en tout cas l'année dernière. Je ne dis pas que cette année, je ne vais pas acheter, mais en tout cas, je pars du principe que c'est quelque chose qui prend du temps. Et d'autant plus, j'ai l'impression que c'est quelque chose, en termes de rentabilité, qui n'est pas non plus incroyable. Tu vois. En général, tu fais du 5-7% vraiment quand tu es dans le truc bien par an. Tu vois. Le seul truc qui est bien, c'est que ça te permet de faire un levier avec la banque, etc. Bref, première chose, pas de temps, donc c'est pour ça que je n'ai pas investi dans l'immobilier l'année dernière. Deuxième chose, la bourse. Tout ce qui est investissement boursier, etc. J'avais pas vraiment le temps de me former. Il y a des trucs, des positions qui sont intéressantes à prendre. Il faut passer du temps, il faut avoir beaucoup d'empathie sur le marché, beaucoup d'empathie sur la prévision de choses. Il faut beaucoup de chance aussi. Donc, je me suis dit, c'est pas l'endroit où je vais passer non plus du temps. Tu vois. La bourse. La bourse. Ouais. Quatrième, je me suis dit les startups. Troisième, pardon. Je me suis dit les startups. Bon. Gros sujet, les startups. J'ai eu un conseil un jour qui m'a dit « Je n'investirai plus jamais en startup, sauf si la startup, elle va atteindre le milliard. » Et c'est marrant parce qu'il y a Anthony Bourbon, qui a fait un pitch devant Qui veut être mon associé hier. Ah ouais. Tu l'as vu, cette vidéo ? Je l'ai vu sur Insta, ouais. Ouais. Et en fait, il dit, dans cette vidéo, il dit « Moi, cette entreprise, c'est ma vie, je veux atteindre les 100 millions, je veux tout défoncer, etc. » Quand tu es entrepreneur, tu as beaucoup de choses qui peuvent arriver dans ta vie, la perte d'un proche, une maladie, peu importe, des concurrents qui vont être plus intelligents que toi, une exécution qui va être moins rapide. Je pense que pour atteindre 1 milliard, il faut être sacrément barré dans son cerveau. Donc, il n'y en a pas beaucoup en France qui sont sacrément barrés dans leur cerveau pour pouvoir atteindre le milliard. Et donc, du coup, investir de l'argent dans une boîte qui n'est pas la mienne et dans un humain qui n'est pas moi, tu vois,
dans un humain auquel je ne sens pas forcément quelque chose qui va péter plus que ça. Et l'histoire de gagner un exit, surtout que c'est compliqué parce que tu investis dans la boîte, donc tu as des parts de la boîte. Mais ensuite, il faut que tu les revendes potentiellement. Le truc, c'est que tu as des boîtes dans lesquelles tu as des parts de société, mais personne ne veut les racheter, tu vois, parce que personne ne rachète une boîte, tu vois. Donc, il faut être très vigilant sur est-ce que la boîte peut être rachetée, par qui, pourquoi, et quel est l'objectif, tu vois, du CEO, quel est l'objectif de chiffre d'affaires du CEO qui va atteindre. Parce que tu mets de l'argent, mais tu gagnes pas beaucoup de thunes, quoi. Donc, très risqué. L'investissement startup, je crois que j'ai pratiquement jamais vu un pote à moi, investisseur, pourtant j'en connais qui ont beaucoup investi, qui ont été contents de leur investissement dans les startups, tu vois. Toujours, il y a eu un truc qui s'est passé, il fallait réinjecter de l'argent, donc c'est du stress, c'est un autre pari, c'est un autre truc. Bref, trop compliqué. Le quatrième, et je vais terminer sur le dernier qui est le Bitcoin, la crypto-monnaie. Le quatrième, c'est investir en soi. J'ai du coup investi dans un coach sportif, j'ai investi dans certaines formations, j'ai investi dans mon équipe aussi. Donc, en moi, c'est aussi dans déléguer le temps que je passais à faire des choses qui me faisaient chier, tu vois. Et donc du coup, ça, c'est quelque chose dans lequel j'ai investi, qui fait partie de mon chiffre d'affaires et qui est très important pour moi, parce que je pense que c'est en investissant en moi que l'année prochaine, je vais réussir à avoir plus de chiffre d'affaires. Je vais apprendre plus de choses, je vais avoir plus de temps. Tu vois, rien que là, encore ce matin, je sens que je suis dans une dynamique très positive de motivation. Je sens que j'arrive à faire des choses beaucoup plus rapidement. Je sens que mon cerveau il fonctionne bien. Tout est délégué, tout est bien structuré. J'ai plus qu'à attendre que les gens fassent le taf. Et je drive le truc à côté, tu vois. Et enfin, ça peut être triste à dire, mais la crypto, ça a été mon choix définitif à investir. Donc, j'ai investi en crypto et pas spécifiquement dans la crypto. J'ai investi dans ce qu'on appelle un mineur à crypto. C'est un peu une imprimante à billets de crypto, quoi, si tu veux. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré Pierre, que tu connais, et il m'a expliqué un petit peu ce que c'était l'environnement crypto-monnaie. D'ailleurs, les ETF ont été acceptés récemment. Il va y avoir un bull run dans quelques mois. Faut que t'expliques ce que c'est un ETF. Parce que tu vois, pour nous, c'est évident. Moi, il y a 3 ans, je savais pas ce que c'était un ETF. Donc, si tu peux dire... Un ETF, c'est un... Moi, j'arriverai pas trop bien à l'expliquer, en vrai. Mais de ce que j'ai compris, ça va permettre à la crypto de pouvoir être utilisée dans le commun des mortels, quoi. Ouais. On va pouvoir investir. Non, mais alors, les ETF viennent de la bourse. En gros, quand tu achètes une action, ce qu'on appelle une position, c'est comme si tu achetais une petite part d'une entreprise X, genre Amazon. Tu vois, si tu achètes une action Amazon, tu achètes une micro-part de Amazon. Et en fait, un ETF, très simplement, c'est quand en fait, on te fait acheter un ensemble d'actions d'un même groupe. Et tu vois, et en gros, si tu achètes des actions S&P 500, Vanguard, en fait, ils vont te faire acheter, tu vois, les 500 boîtes les plus performantes américaines, en fait. Ce qui fait que, en fait, t'es pas dépendant de la hausse ou de la baisse d'une boîte, mais tu vas plutôt miser sur un ensemble de groupements, tu vois, soit de la tech américaine ou autre. Tu vois, t'as des ETF eau, tu peux miser sur l'eau, des trucs comme ça. Et un ETF crypto, ça va être un ensemble, tu vois, de crypto-monnaies ou d'actions en crypto-monnaie qui vont être dans un même portefeuille où, en fait, ils vont autoriser à acheter un groupement de positions en crypto-monnaie. Voilà. Du coup, bonne nouvelle pour la crypto. J'ai bien expliqué ou pas ? Tu as très bien expliqué. Voilà. Bonne nouvelle pour la crypto. J'ai eu de la chance parce que je l'ai fait moi avant. Donc, moi, la chose que... Alors, c'est lié peut-être à un 6 bonus d'investissement. Je vais essayer de vous expliquer. Dans le sens où moi, je n'ai pas acheté de la crypto. J'ai sécurisé mes positions parce que j'ai acheté des machines à crypto. Donc, c'est un investissement... c'est un amortissement, tu vois. Donc mes machines, elles tournent, elles sont en Islande, elles sont sous une cascade dans le pôle Nord, enfin dans un endroit très très froid pour les refroidir. Et la rentabilité que j'ai en ce moment, en tout cas avec le Bitcoin qui est à 47 000 euros, ça voisine autour de 1 500 euros. Donc je gagne 1 500 euros en automatique à miner des cryptos grâce à ça, tu vois. Et t'as coûté j'ai combien dépensé le matériel ? 50 000 euros. 50 000 euros ? 50 000 euros. Attends, j'ai 6 machines à crypto. Il y en a 2 qui manquent. Donc il y en a 2 qui vont être installées en février. Donc il faut 3 ans pour rentabiliser. C'est ça. Mais rentabiliser dans le sens où si les cryptos montent, mon amortissement, je pourrais vendre les machines plus chères.
Ah oui, vois. parce qu'en fait, tu vas posséder les machines. Voilà. Oui, Donc, je possède aussi les machines. Donc globalement, j'ai très peu de risques d'échouer, quoi. Et en fait, ce type d'investissement, c'est intéressant parce que, enfin, très peu de risques d'échouer. Ça peut toujours arriver, mais en tout cas, voilà. Moi, je vois les scores en ce moment. Depuis un mois que ça tourne, je tourne autour de 1600 € par mois avec à rien faire, à juste laisser des machines qui tournent, tu vois. Donc, c'est quand même pas dégueu, quoi, par rapport à de l'immobilier ou quoi que ce soit. Voilà, j'aurais pu même plus, mais bon, voilà, j'ai dit, bref. Là où ça peut être intéressant, je pense, c'est effectivement de ce type de business, un peu comme le podcast studio qu'on essaie de faire, mais d'investir dans des business qui vont générer du cash automatique. Donc ça peut être des petits trucs. Je dis vraiment, tu vois, des places de parking. Et j'ai entendu aussi récemment d'investir dans des box de rechargement de voitures électriques. Tu vois, à Lisbonne, il n'y en a pas tant que ça. Et ça, c'est un truc hyper intelligent parce que c'est un truc, tu n'as pratiquement pas beaucoup d'entretien, quoi. Tu as juste de l'électricité qui tourne et t'encaisses dans la poche automatiquement, quoi. Donc, c'est des business qui sont hyper scalables. Et ça, le truc peut-être l'année prochaine où je pense à investir, tu vois, juste, tu vas un peu t'éparpiller sur des trucs très simples, tu vois. Peut-être acheter un bien immobilier pour pas être en pression, parce que pour moi, acheter un bien immobilier, c'est souvent ce que tes parents te demandent de faire quand tu es en salarié. Mais on en avait parlé dans le podcast, je trouve que c'est un peu un tour de clé où t'es pas mobile, tu vois, t'es endetté quand même sur plusieurs années avec un prêt immobilier. Donc je pense que le mieux, c'est quand même, avant d'investir, d'avoir un bon cash flow, tu vois, d'avoir au moins 500K sur son compte, tu vois. Comme ça, tu arrives à la banque et tu dis, tu pèses un peu, tu vois. Si tu arrives avec 10 000 € sur ton compte en banque, la banque, elle va te regarder, elle va dire, ouh, toi, je vais te prendre un peu plus d'argent que prévu et je vais t'endetter sur 40 ans. Quand tu es endetté sur 40 ans et que tu as 10 000 € sur ton compte, en général, c'est pas forcément une bonne idée. Il y avait un mec qui est devenu millionnaire, un ancien CEO à moi, il m'a toujours dit, il faut que tu ailles à la banque quand tu as de l'argent, pas quand on n'a plus. Et parfois, les banquiers, ce qui est drôle, c'est que les banquiers, quand tu as de l'argent sur ton compte, ils viennent te dire, alors voilà, monsieur Dufraisse, est-ce que vous voulez emprunter? On a un taux intéressant pour vous, tu vois. Il faut toujours accepter dans la grande majorité du temps parce que tu vas le réinvestir, tu vois. Donc, en fait, le cash avec le cash, tu vois. Et je pense que l'effet l'effet de levier arrive quand tu arrives à avoir du cash flow, et le soloprenariat est extraordinaire parce que tu n'as pratiquement pas de dépenses, quoi. Ouais. À toi. Non, mais je rebondis sur ce que tu dis, peut-être. Déjà, l'achat de sa résidence principale, tu vois. Tu sais que moi, chez mes darons, il y avait des trucs sur lesquels, en fait, c'était tellement quelque chose d'évident pour eux, c'est devenu une vérité, tu vois, dans ma tête. Et notamment le fait d'acheter sa résidence principale. Mes parents, ils me disaient ça. Ils me disaient, mais quand tu loues un bien, en gros, tu le loues, et en fait, le prix de la location, si tu multiplies ça sur 20 ans, ça fait le prix du bien. Donc ils disent, à quoi ça sert de louer? Il faudra acheter, tu vois. Et pour eux, c'était évident. Sauf que ça ne prend pas en compte plein de choses, les taux d'intérêt, tu vois, le fait que, tu vois, l'immobilier, c'est des soucis, en fait. Parce que quand tu achètes une maison, l'actif peut s'apprécier. Si ça se trouve, si le quartier prend, tu vois, si l'endroit, il prend, tu vois, ou autre, mais si tu fais des travaux. Mais l'actif peut se déprécier aussi, le quartier peut perdre en valeur. Après, quand tu as un actif, tu vois, les murs, etc., l'actif peut se perdre de sa valeur. Et tu dois payer des taxes aussi, tu vois, des taxes foncières, des trucs comme ça. C'est beaucoup d'entretien. Tu vois, tu sais, quand mes parents, ils ont changé de lieu d'habitation, ils ont pris des trucs plus petits. Et je me rappelle, quand ma première maison, elle était grande, on avait un jardin. Je me rappelle que mon père, il était toujours en train de bricoler une connerie tout le temps. Il y avait toujours une ampoule, un truc. Après, je pense qu'il kiffait ça, tu vois. Mais il était toujours... Je me disais, mais il y a toujours une connerie, en fait, tu vois. Et vu qu'il aimait pas spécialement déléguer, enfin, il le faisait pas, tu vois. Il passait son temps à changer des trucs. Et je me disais, putain, moi, quand je serais daron, putain, si je dois toujours changer la roue, le truc... Franchement, ça me cassait les couilles, tu vois. Et... Donc, tu vois... Même des philosophes de la richesse, tu vois, enfin, des gars qui ont écrit sur la richesse, genre Morgan Housel ou Ramit Sethi. Ramit Sethi, il est pas spécialement pour, tu vois, sa résidence principale. Et il a fait des simulations de taux d'intérêt, etc., où t'es engorgé avec un truc. Et au final, pourquoi, en fait, tu vois? Parce que c'est un peu de American Dream, own a home, tu vois, possède une maison, comme si c'était... C'est pour faire travailler les banques aussi, hein, je pense.
C'est encore pareil, on parlait de l'influence, mais est-ce que on te dit pas ça dans ta tête? Tu vois, tu valides ton CDI, etc. Est-ce qu'on dit pas qu'il faut que tu empruntes à la banque pour que la banque, elle te verrouille dans le système et que tu quittes plus jamais ton CDI? Si tu écoutes une vidéo de Grant Cardone qui est super fort en immobilier, tu vois, il y a une vidéo où ils te disent qu'en fait, l'achat immobilier de sa résidence principale, c'est un scam d'un produit que les banques ont fait, en fait, pour qu'on achète des trucs. Mais il y a plein de philosophes de la richesse qui te disent, en fait, c'est bien d'avoir l'immobilier, mais c'est bien d'avoir l'immobilier locatif. En fait, tu délègues tout. En fait, tu possèdes des choses que tu loues, mais que c'est pas bien d'avoir ton immobilier en résidence principale. C'est super compliqué. Moi, tu vois, je possède pas d'immobilier. Après, il y a d'autres formes d'immobilier, tu vois, les SCPI, les trucs comme ça, où t'as pas l'immobilier physique, c'est du papier, tu vois. Mais j'ai compliqué. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas prévu d'acheter. Je trouve que l'immobilier, c'est aussi beaucoup de soucis. Après, ça m'intéresse pas aussi. Et j'estime que je peux faire plus de cash ailleurs, tu vois. Et je suis pas hyper... moi, j'aime bien les trucs liquides. Enfin, tu vois, les choses... non, mais liquide, non, mais pas cash. Non, d'ailleurs, j'aime pas le cash. Ce que j'aime, c'est les trucs qui s'échangent vite, tu vois. J'aime beaucoup les trucs internet, les trucs sur les smartphones, tu vois, les fintech, les néobanques. Tu vois, je supporte pas à payer dans le cash. Quand je vais dans un endroit qui me disent cash only, je suis frère, sérieux, quoi. Pareil, Enfin, je veux dire, tu vois, je paye avec mon smartphone. Enfin, pour moi, il faut que ça aille vite, quoi. Tu vois, la dernière fois, quelqu'un me faisait un virement, il était dans une vieille banque, il était pas dans une néobanque. Et je lui dis, vas-y, fais-moi le virement immédiatement. Il me fait le virement, il est arrivé 3 jours après. Mec, en 2024, tu vois, là, tu fais avec Conto, le virement, il est fait à la seconde. Enfin, et à un moment, t'es en 2024, frère, tu vois, sur Société Générale, mec. Il y a quelques années, je me rappelle, quand je payais un truc le samedi soir, ça apparaissait sur mon compte le mardi matin. Mais mec, mais c'est surtout aussi sur l'aspect financier, truc et tout. Toi, tu investis beaucoup en toi. Beaucoup dans ton bien-être personnel. Parce que je pensais... Toi, ton critère numéro 1, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, je te vois, tu fais souvent des massages, tu aimes bien manger dans les restaurants, tu aimes bien les beaux hôtels, tu aimes bien dormir bien, avoir des... Ah ouais, mais mec... en fait, il y a un truc... Tu dis traiter comme Beyoncé, quoi. Ouais, mais en fait, comme Beyoncé. Toi, ton investissement numéro 1, c'est sur toi-même, quoi. Moi, il y a un truc qui me fatigue, mais vraiment, ça me casse les couilles. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des gens, ils voudraient que tout le monde soit malheureux, pauvre, humble et discret. Tu vois, en fait, tu as des gens sur les réseaux sociaux, ils sont tellement indignés, même dans la presse, les journalistes, que n'importe quel signe de gens qui sourient, qui font la fête, qui font un truc un petit peu plus haut de gamme que d'habitude, et là, tu les vois. Alors là, c'est le défilé. Mais quelle indignité! Comment ose-t-il... En fait, comment ose-t-il faire cette fête alors qu'il y a une guerre à nos portes en Ukraine? Comment ose-t-il faire Macron? Comment Macron ose-t-il recevoir le prince sur un banquet aussi fastueux quand des gens crèvent la dalle dans nos rues? Quel est le rapport, en fait, tu vois, tu veux quoi? Tu veux donner l'argent du homard, tu veux les donner aux pauvres. Enfin, c'est pas ça le problème, tu vois. C'est un problème de redistribution des richesses. C'est un problème, enfin, tu vois, c'est un problème systémique, tu vois. Et en gros, il y a un truc. Et Bernard Tapie, il disait, en fait, Bernard Tapie disait, il n'y a pas un problème. Les gens n'ont pas un problème avec le succès. Ils ont un problème avec l'exhibition du succès. Tu vois, si on te dit, un tel, tu vois, est milliardaire. Si le mec, il est là à côté, il fait pas de vagues, on dit, bon, good for him, il a monté une boîte. Ok, on se dira, bon, peut-être des gens qui diront pourquoi il a besoin de ton argent. On dira, bon, il gagne bien sa vie, ou il gagne 10 000 euros par mois, etc. Mais si tu commences à voir des photos du mec en jet ski avec sa nana, que le gars, tu le vois, tu vois, c'était Bernard Tapie, et que, en fait, au bout d'un moment, les gens, ça les énerve, tu vois. Ouais. Et il y a un truc, en fait, où je me rends compte, c'est que aujourd'hui, il y a des gens, ils voudraient que tout le monde soit malheureux, triste, éco-anxieux, tu vois, inquiet. Comme si, en fait, être rempli de joie, c'était un peu un acte révolutionnaire. La phrase que je retiens très souvent, ça me fait tout de suite penser à ça, c'est l'argent ne fait pas le bonheur et je sais qu'au fond, t'es malheureux. Qui dit ça? Les gens qui justement regardent les personnes qui s'exposent, tu vois, qui sont dans les trucs, etc. Ah, mais en fait, moi, la chose que je trouve malsaine dans cette histoire, c'est plus
qu'ils essayent de chercher des problèmes à quelque chose, à quelqu'un, Exactement. en essayant de se rassurer eux-mêmes, tu vois, en mode « Ah, mais tu sais, il a de l'argent, mais regarde sa femme, comment elle... Tu regarde comment elle est refaite, sa femme. Ou regarde, il n'a pas d'enfant encore. Ou regarde, il n'a pas d'amis, ce mec, il est tout seul. » Tu vois, en fait, t'espères le pire pour l'autre, alors juste parce qu'il a de l'argent. Et ça génère une espèce de haine qui n'est pas justifiée du tout, au lieu de dire d'être heureux, en fait, pour la personne. Et si l'argent ne fait pas le bonheur, bah, pourquoi t'es pas heureux pour lui? Tu vois, si toi, c'est que t'as de la jalousie, donc ça n'a aucun sens. Et je pense que ouais, effectivement, il y a un côté vachement haineux. Pour revenir au sujet de l'investissement, il y a un truc que tu as dit, toi, tu es très dans le cash, donc tu vas pas forcément investir. Je pense qu'il y a une barrière mentale aussi, sûrement, que tu as dépassée pour en arriver à ce stade-là, parce que les gens qui investissent, en général, c'est des gens qui veulent sécuriser, tu vois. Tu es arrivé sûrement à un stade de ta carrière professionnelle ou de ta carrière entrepreneuriale où tu te dis, bah, en fait, j'arriverai à trouver du cash quoi qu'il arrive, quoi. Tu vois. Et je pense que cet état d'esprit-là est libérateur du système à partir du moment où tu arrives à comprendre ça, à assimiler ça, à te dire ça tous les jours. C'est là que tu prends ta vraie liberté. Pour moi. Parce que pendant très longtemps, tu peux penser que c'est de la chance. Pendant très longtemps, tu peux penser que c'était du hasard. Pendant très longtemps, tu peux penser que c'était un timing dans lequel tu étais. Puis il y a un moment, tu te rends compte qu'en fait, non. Tu te rends compte que quoi qu'il arrive demain, il y aura forcément quelque chose que tu arriveras à recréer, à refaire, parce que tu as compris quelque chose. Tu as parlé d'une clé magique. Porte magique. Porte magique, ouais. Je pense qu'il y a une porte magique que tu ouvres à un moment, et je suis totalement d'accord avec cette image-là, dans lequel tu arrives dans un nouveau monde où très peu de gens ont ouvert, tu vois, mais que Oussama Hamar a ouvert, tu vois, que toi t'as ouvert, que moi j'ai ouvert, dans lequel on arrive à se faire confiance et à savoir ce qu'on vaut, et aussi à vouloir savoir ce qu'on ne veut pas, et là où on n'ira pas. Tu vois, typiquement, moi je me vois pas monter une boîte de 1000 personnes, quoi. Mais est-ce que j'en suis capable de le faire? Je vais pas aller le vérifier parce que ça m'intéresse pas. Ouais. Et tu sais que tu es en sous-performance par rapport à ce que tu es capable de faire, mais tu sais aussi les sacrifices que tu dois faire pour les atteindre, tu vois. Et je pense que c'est très libérateur d'avoir une jauge, d'estimer en fait les sacrifices que tu dois faire pour atteindre les résultats que tu veux te fixer, parce que bien sûr il faut des résultats, tu vois, dans la vie, mais aussi de savoir quel investissement tu dois y mettre sans sacrifier ton bonheur personnel, tu vois. Et qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier à ton âge. Et je pense que cette porte magique, c'est vers celle-là, en tout cas moi c'est celle-là c'est celle-là que je prône et c'est celle-là dont je parle beaucoup dans mes posts, que j'essaie de partager le maximum avec les gens autour de moi et dans la communauté dans laquelle je suis en train de créer. Ce podcast aussi, je pense, est aussi fait pour ça. Ouais. Là-dessus, alors, tu vois, première chose quand tu disais sur les gens qui disent oui, l'argent, regarde-le, ah, blabla, il est malheureux, ou je sais pas quoi. En fait, c'est un truc à dit Naval, Ravikant, qui est super intéressant. Il dit, mais je sais pas pourquoi les gens, ils sont toujours en train de faire une corrélation entre l'argent et le bonheur. Enfin, on a tellement fait de corrélation, bah, justement, le concept l'argent ne fait pas le bonheur, qui est une phrase qui est en fait une phrase qui est fausse, tu vois. En tout cas, c'est probablement vrai pour les riches, mais c'est pas vrai pour les pauvres, tu vois. C'est ça. Et il y a une... C'est un peu comme les méchants iront en enfer, quoi. À l'époque. Bah oui. Mais en gros... Pour se rassurer soi-même, en fait. Que... le truc, c'est qu'en fait, l'argent, c'est... Mais en fait, c'est ancré dans notre religion, pardon de te couper, mais c'est ancré un peu dans notre religion. On ne te rappelle pas, le christianisme s'est un peu lancé comme ça, en mode les riches vont aller en enfer, les pauvres vont aller au paradis parce qu'ils ont une vie difficile. Tu te rappelles, il y avait quelque chose comme ça un petit peu. Alors j'en ai parlé une fois, mais oui, il y a alors il faudrait que je vérifie, mais en gros, c'est plutôt l'enrichissement pour l'enrichissement, en fait. C'est-à-dire que très attention dans l'islam et le catholicisme sur l'enrichissement sur le dos des gens, en fait. Tu vois, il y a notamment la religion, les prêts, en fait, comment on appelle ça, les prêts à taux, c'est-à-dire en fait s'enrichir sur prêter de l'argent, c'était très controversé.
Et oui, dans la Bible, il y a eu, tu vois, j'ai pas le verset en tête exact, mais qui disait oui, que l'enrichissement, c'était pas. En tout cas, la recherche avide de l'enrichissement n'était pas quelque chose de positif et que tu n'irais pas au paradis, quoi. En gros, ouais. Donc c'est culturellement ancré. Mais le truc, c'est que. Ce qui est marrant d'ailleurs, quand on voit ce qui s'est passé à la Révolution française, et qu'on voit encore aujourd'hui, c'est que on disait ça dans la religion, mais c'est encore faites ce que je dis, mais ne regardez pas trop ce que je fais. Mais les possessions du Vatican, de l'Église, et à quel point à l'époque, tu vois, au XVIIIe siècle, l'Église possédait beaucoup de choses. Tu avais le bas clergé et le haut clergé, mais le haut clergé... Je crois que c'est des milliards le Vatican, non ? Je dis peut-être une connerie, mais... non mais attends, c'est quoi, je vais vérifier. Vérifie, tu regardes possession du Vatican, c'est un État dans un État, je sais même pas, et regarde le nombre d'habitants qu'il y a, t'imagines ? Et regarde les possessions de l'Église du Vatican. Après, alors, officiellement, le Vatican détient des actifs en or pour une valeur de 23 millions d'euros. C'est rien ça, 23 millions d'euros pour un État. Mais regarde les possessions, non mais ça c'est en or, mais regarde les possessions une valeur de plus de immobilières. 108 millions d'euros. Ils disent même pas, attends, tu sais quoi, j'ai demandé à ChatGPT. Mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est que après, il faut arrêter, tu vois, maintenant de taper toujours sur l'Église. Aujourd'hui, les prêtres, tu vois, les curés, etc., ils sont en galère, tu vois, et c'est plus comme avant. Mais à l'époque, il y avait des gens qui étaient des représentants de l'Église et qui étaient dans des fortunes colossales, tu vois. Donc, faut faire attention par rapport à ce que disaient les représentants de l'Église. Donc Naval disait, en fait, on ne doit pas faire un parallèle entre l'argent et le bonheur, mais on doit faire un parallèle entre l'argent et la liberté. Et il a dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça n'a jamais été son but. Le but de l'argent, c'est de rendre libre. C'est libre de ne pas aller avec un boss, libre de payer tes amendes, libre d'être là et de ne pas répondre au téléphone, libre de faire ce que tu as envie de faire ou de ne pas faire ce que tu as envie de faire. Et l'argent, en fait, permet ça, permet de te libérer de certaines contraintes, pas forcément pour s'acheter des homards et du caviar, tu vois. Ouais, c'est marrant ce que me dit ChatGPT, il me dit que tout est secret. Les finances du Vatican ont souvent été entourées de secrets. Bien que ces dernières années, il y a eu des efforts pour plus de transparence. En fait, si je résume ce que me dit ChatGPT, le Vatican, en tant que petit État indépendant avec sa propre économie et actif, dispose de plusieurs sources de revenus, les dons des fidèles, les revenus du musée du Vatican, les ventes de publications, les timbres-poste et les souvenirs. Bon, ça, c'est de la merde. En plus de ces revenus opérationnels, le Vatican possède des investissements significatifs dans l'immobilier, mais oui, des œuvres d'art d'une valeur inestimable et des placements financiers. Cependant, la valeur exacte de ces actifs n'est généralement pas rendue publique et leur évaluation peut être extrêmement complexe, en particulier pour des éléments tels que les œuvres d'art qui sont pratiquement inestimables et ne sont pas destinés à la vente. Donc tu vois, en vrai, c'est-à-dire que ce petit État vaut au moins, je pense, ils disent 100 millions, mais moi je pense au moins quelques milliards, enfin au moins 1 milliard. Ça attend au moins le milliard. J'espère en termes de valeur. Oui, mais les milliards, oui, pour moi c'est une évidence. Mais surtout s'il y a des œuvres inestimables. Mais même les dons, mais t'imagines le nombre de personnes qui doivent faire des dons. Je sais pas. Voilà, donc en gros, moi je pense qu'il y a un moment, en fait, quand tu as un certain niveau d'argent, ça te permet de faire plus de projets, tu as peut-être plus d'habileté en fait à gérer du cash, etc. Mais en fait, à un moment, l'argent n'est plus le but de l'argent n'est plus un bien de consommation. En fait, il y a un moment où, en gros, je sais plus qui disait ça, mais il disait tu peux pas manger 8 steaks par repas. Tu vois, à un moment, tu t'achètes 3 beaux costumes sur mesure, ça va te coûter 10 000 balles, tu vois. Tu manges, même si tu vas dans un super resto tous les jours, ça va te coûter, je sais pas, peut-être 200 balles, 300 balles, tu vois, 200 balles, on va dire 250 balles. Tu vois, tu peux manger dans des étoilés pour 250 balles le soir. Bon, en gros, ton statut de consommateur, il n'est pas illimité. Après, si tu commences à acheter des yachts, des Porsche, des trucs, bon, mais on n'a pas besoin de ça, tu vois. Mais si on reste dans un truc classique, tu vois, tu peux vivre une vie magnifique, tu vois, de consommateur sans dépenser des millions, quoi. Donc à un moment, cet argent supplémentaire, il te sert à faire autre chose. Il te sert à gérer des projets, tu vois, acheter des podcasts studios, investir dans des projets, etc. Donc, mais il faut arriver à un certain niveau où tu te soucies plus du cash. Tu vois, je pense que c'est quelques milliers d'euros par mois.
Où, en gros, voilà, je pense que si tu as, tu vois, ta compagne ou ton compagnon, 2 enfants, ou 3 enfants, bon, bah, il te faut un certain niveau, je sais pas combien, c'est 10 000 peut-être par mois, un truc comme ça, ce qui est déjà très bien, tu vois. Au-delà de ça, bon, qu'est-ce que tu vas faire Je suis avec ce d'accord. cash, tu vois. Il y a une très faible marge très faible marge de différence entre, alors c'est quoi, c'est 10 millions et 100 millions et 1 million. Enfin, moi je sais que la grande majorité du temps, en fait, 1 million, c'est un. Alors peut-être que c'est le nom de ce podcast, on n'a toujours pas décidé, 1 million rien. Mais très souvent, j'ai entendu dire 1 million, ça change pas grand-chose, quoi. T'as juste 1 million, quoi. Tu vois. Ouais, T'as 1 million sur un compte, mais en oui, fait, bah, ça change rien, tu vois. Entre 500 000, 700 000, 800 000, 1 million, c'est un chiffre, tu vois. ouais, C'est un cap, en fait. C'est 7 chiffres. Ça, c'est excitant, tu vois. ouais. Mais ouais, à part ça, ça change pas grand-chose. T'es pas super Tu powerful, fais hein. 20 000 par... Ouais, en plus... Tu veux acheter un appartement cash dans le 16e. Si t'es millionnaire, bah, j'imagine que tu veux acheter un duplex, minimum 70 mètres carrés. 70 mètres carrés dans le 16e ou dans le 4e à Paris, combien ça coûte, tu vois. Faut Ouais. regarder, hein, mais je pense... Ouais, mais ça te donne un effet de levier, quoi. Tu vois, très Ouais, intéressant. mais ce que je veux dire, c'est que probablement qu'un 70 mètres carrés à Très Paris... peu arrivent avec 1 million assez- dans la banque, hein, je pense. Bah oui, Pas non, bien sûr, beaucoup. tu fais avec l'effet de levier. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas à l'abri avec 1 million, Non. contrairement à ce qu'on pense. Non, D'ailleurs, le mais en nombre revanche, de... avec 1 million, tu peux faire des beaux investissements. Ah bah ouais. Tu vois. En vrai, franchement, tu vois, même moi, je gagne 1 500, 1 600 euros par mois en automatique. Tu vois, moi, j'irai investir un peu à droite à gauche. Tu vois, comme je t'ai dit, les chargeurs, les bornes de chargeurs électriques, des trucs auxquels les gens ne pensent pas, en fait. Tu vois, faut être plus malin que les autres, en fait. Je pense qu'il faut essayer d'identifier un besoin et voir la tendance. Parce que les bornes de chargement électrique, pour moi, bah, regarde, le diesel, ça va être interdit dans pas longtemps en France. Ah ouais. T'en achètes, ouais, je crois que c'est déjà presque interdit, là. Donc, T'en mets beaucoup dans de ta gens caisse vont... du diesel? Non, moi, je suis en voiture électrique. Charlie le boss. Mais tu vois, en tout cas, c'est ça qui, à tous les gens riches, c'est des gens qui arrivent à voir l'avenir sur les choses, anticiper l'avenir sur les problèmes qu'il va y avoir plus tard, tu vois. Genre, et je pense que l'avenir est clairement dans la voiture électrique. Et c'est no-brainer. Il n'y a pas de sujet possible, tu vois. Genre, Il y a une phrase de Kevin O'Leary, tu vois, qui est un célèbre investisseur. Il a dit: j'ai investi dans Tesla. Le jour où j'ai compris que Tesla n'était pas une entreprise de voitures électriques, mais une entreprise de data, en fait. Ce qu'ils font, Ah c'est ouais. qu'ils récoltent énormément de données. Tu vois, il y a un truc, c'est incroyable, quand vous rentrez dans une Tesla, il y a un truc que les gens se rendent pas compte, c'est pas juste une voiture qui carbure à l'électrique, c'est une voiture du futur. Quand vous rentrez dans une Tesla, il y a un écran portatif dans la Tesla, et la Tesla est capable, et on le voit sur l'écran, d'identifier toutes les voitures et de les mettre sur la carte dans un environnement de 20 mètres à la ronde. Et elle voit exactement, il y a des capteurs sur la voiture, les distances, etc. et elle peut capter à centaines de mètres s'il y a une autre Tesla, des trucs comme ça. Et en fait, les Tesla, c'est une entreprise de data, c'est une entreprise de données, si tu vois. Et c'est incroyable, en fait, ce qu'ils peuvent faire. Et deuxième question, tu parles des tendances. Est-ce que tu penses que 3 ans en arrière, là, enfin, si on avait le même cash, etc., est-ce que tu penses que tu aurais aussi facilement investi dans le studio de podcast? Non. Parce que c'était pas assez la tendance de la vidéo et... Non, C'est assez inséré, en fait. Il y a 3 ans, il n'y avait pas encore la tendance. Tu m'avais dit l'année dernière, ouais. Janvier de l'année dernière, ouais, j'y Ok. aurais réfléchi. Ouais. Il y a des paris. J'étais là, il y a 3 ans, 5 ans, j'aurais eu 20-80%, tu vois, de pif pour y aller, quoi. Ouais. Même, je te dis ça, mais en fait, moi, je l'aurais beaucoup utilisé, le studio de podcast. Ça nous En aurait fait, coûté beaucoup plus cher, tu penses, il y a 5 ans ou 3 ans? non, je pense pas. Mais après, ça demandait quand même beaucoup de... Ouais, je t'avoue, je sais pas, parce que c'est quelque chose, en fait, si tu m'avais montré l'idée, si tu m'avais pitché l'idée devant moi, Ouais. je t'aurais dit, putain, j'en ai grave besoin, tu vois. Donc Ok. du coup, je me serais plus dit, ok, si moi j'en ai besoin et que c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est que ça va se résoudre dans les prochaines années. Et ça s'est résolu, tu vois, ça pousse comme des champignons, c'est comme les cigarettes électroniques à l'époque, quoi, genre, Ouais. tu vois. Et ouais, donc je pense que j'aurais considéré la question. Je peux pas te dire si j'aurais fait ou pas, mais j'aurais beaucoup considéré le truc, ne serait-ce que pour moi l'utiliser, tu vois.
Tu vois, t'as quand même un truc là, franchement, à Lisbonne, entre tu vois, les gens qu'on rencontre sur Internet, enfin, tu vois, les autres créateurs, tu vois, on se connecte super vite, qu'on est avec des gens hyper à fond dans la crypto, etc. C'est que on est, mais complètement immergé dans toutes les tendances actuelles, du futur, et à une vitesse. C'est-à-dire qu'en quelques jours, tu vois, ce matin, là, tu sais, on était dans le groupe avec Laurine, et hier, tu me parles de ManyChat, l'outil ManyChat. Ce matin, Laurine dans le groupe, elle te demande, Kevin, est-ce que tu utilises ManyChat? En 24 heures, j'ai 2 personnes super avancées en business qui me parlent de ManyChat. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je vais regarder ce que c'est ManyChat. Ouais. Et peut-être la semaine prochaine, j'appelle mon assistante et je lui dis, on intègre ManyChat. Ouais. Et le truc, c'est que ça va à une vitesse quand tu es dedans et que tu es connecté sur les tendances. Tu vois, si demain, je vais voir mon daron et je lui dis, ouais, vous savez que 2024, c'était l'année du podcast vidéo et des formats shorts sur TikTok. Il va me dire, c'est quoi TikTok? Qu'est-ce que c'est le podcast vidéo? Pourquoi tu te mets sur Internet? T'as pas mieux à faire? Enfin, il me juge pas comme ça, mais tu vois, donc en fait, il y a ce truc de tendance et des tendances rapides, tu vois, où c'est pas juste, tu vois, on fait des trucs, on se met là, on calcule. Mais je pense que c'est des signaux tout autour. En fait. C'est ça, et je pense que nous, moi j'aimerais beaucoup une entreprise limite, tu vois, ça pourrait être intéressant, mais moi j'appelle ça les stratèges. Moi mon monteur vidéo est très comme ça. Il repère les tendances, il m'en parle, il me montre parce que c'est un passionné, tu vois. Et je pense que les gens devraient être beaucoup plus obsédés, on va encore parler de l'obsession, sur quelque chose et de le tabasser pour voir ce qui fonctionne, pour voir ce qui fonctionne pas, pour s'inspirer du marché américain. Moi, ManyChat, je l'ai découvert parce que mon monteur m'a envoyé une vidéo, il m'a dit, trouve que c'est cool ce qu'il fait, regarde le nombre d'engagements qu'il fait, il fait 1 million de vues par post, bah oui, bien sûr, je vais le tester, tu vois. Et en fait, j'ai testé le truc, j'ai vu, ok, bon, bah, c'est une URL ManyChat, je vais le tester sur mon truc. Et en fait, on a besoin de s'entourer de A-players comme ça, tu vois, qui vont repérer les tendances et qui vont nous les amener sur un plateau. Les masterclass, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai testé une masterclass. Je ne sais pas si c'est moi qui ai influencé Laurine à faire des webinars. Je pense qu'elle avait fait un webinar sur ça. Moi, j'avais testé un webinar. Je l'avais influencé à faire son webinar. Elle l'a fait, bam, 30 000 balles. Et voilà, moi, j'ai montré que ça marchait. Ensuite, elle l'a fait. Et en fait, là, ce qu'on fait, c'est intéressant d'ailleurs parce que on a créé un groupe avec des entrepreneurs et Laurine Bémer, et du coup on est tous les 3 et je trouve que ça marche très bien ensemble à 3. On se distribue full valeur à chaque fois qu'on envoie des messages. Déjà en un jour on a vu la différence. Tu as vu, genre en un jour on a déjà appris des trucs tous les 3. Et ça c'est un truc que vraiment moi je recommande à tout le monde. Quand vous avez des gens qui sont à peu près au même niveau que vous en business, entourez-vous de gens, créez des groupes, entraidez-vous. C'est ce qu'on disait là hier, la stratégie Cyprien sur YouTube, ce que je t'expliquais hier. Cyprien, il a invité Norman, il a invité Squeezie, il a invité tous les gens, il les a fait connaître sur sa chaîne. Et ensuite, à l'inverse, Squeezie a invité Cyprien, etc. Et en fait, ensemble, on est plus fort. Tu vois, genre, si tu restes dans ton coin isolé, tu vas jamais t'en sortir. Et je pense qu'il faut vraiment créer un écosystème énorme et faire un effet de levier pour évangéliser ce métier du soloprenariat. Parce que nous, on est les ambassadeurs de ce soloprenariat, on est plus forts ensemble, tu vois, clairement. Quand tu dis qu'il y a Thibault Louis, Kevin Dufresne, Laurine Bémer, bah, c'est les 3 gros piliers du soloprenariat français. Bah oui, c'est ce qu'on veut en fait, mais c'est pas forcément pour le business, mais c'est aussi pour avoir une portée, une force de frappe beaucoup plus forte et montrer en fait que ce qu'il est possible de faire avec le digital, de ta manière, de celle de Laurine ou de la mienne, qui tous les 3 d'ailleurs sont hyper complémentaires. Moi, je pense que on fait un bundle de formation à tous les 3. Le mec, il a tout compris au soloprenariat, tu vois. Ça devient une machine d'ailleurs, je pense. Tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, je vois souvent des screenshots où les gens vont faire des arbitrages. Ce matin même, je reçois, tu vois, Amal de mon bootcamp qui m'envoie tu vois, un screenshot d'un mec qui dit, voilà, est-ce que je vais prendre la formation de Kevin Dufresne ou le Notion de Thibault Louis, qu'est-ce que tu peux me dire, etc. Et en fait, des gens peuvent faire à des moments des arbitrages entre s'ils vont acheter ton truc ou mon truc ou le truc de Laurine. On peut se dire, il faut qu'on se cache les infos, il faut qu'on fasse la rétention, parce que Et en fait, tu regardes Laurine, tu vois, elle vient, elle lâche tout, et parfois elle m'envoie des messages pour m'encourager, elle m'envoie ses screenshots de reçus Stripe et tout, et parce que, en fait, on n'est pas concurrents, et puis s'il y a un gars qui paye ton truc, bon au lieu du mien, au final, il n'y a pas de concurrence, le marché est assez fat, tu vois. Il y a un truc qui est intéressant juste dans la manière que tu as d'expliquer, juste ce que tu as dit, ça explique le principe de la concurrence. Tu as dit un truc dans ta phrase qui est le mec hésitait entre Kevin Dufresne ou Thibault Louis.
C'est-à-dire qu'il n'y en a que 2. Tu vois. Et ça, c'est la définition même du leadership dans un marché concurrentiel. C'est-à-dire que, et c'est une expérience qui a été menée d'ailleurs sur Coca-Cola, une expérience que je t'avais déjà montrée, dans une université, Coca-Cola avait mis une machine Coca-Cola. Et un jour, Pepsi est arrivé, il a mis sa machine Pepsi juste à côté de Coca-Cola, mais vraiment collé, tu vois. En fait, les gens, quand ils arrivaient devant, ils avaient le choix entre Pepsi ou Coca-Cola. Ils ont tous les deux, Coca-Cola et Pepsi, augmenté leur vente de 160%. Ouais. Juste parce qu'en fait, la décision, c'est pas « Ah, il y a peut-être de l'eau, des trucs ». Non. Coca ou Pepsi, tu fais ta décision et tu payes. Quand tu réduis le champ des possibles, les gens choisissent forcément l'un ou l'autre. Et en fait, tout le monde est gagnant parce que tout le monde se porte, tu vois. Donc, le principe de la concurrence, c'est quelque chose qui est... Et même moi, hein, tu vois, je t'ai beaucoup aidé et tout. Et genre, Enfin, je t'ai beaucoup aidé, je t'ai aidé, je t'ai donné plein de conseils, etc. sur moi, mon feedback par rapport aux produits que tu lances en ce moment. Et je pense que c'est fine, tu vois. Je pense que c'est... Je sais pas que je pense, c'est que je suis sûr d'ailleurs que chaque vente que tu fais est un pas supplémentaire sur l'impact qu'on va avoir sur même de ce podcast, sur l'impact qu'on va avoir dans le futur, quoi. Ouais. Tu vois. C'est clair, c'est l'investissement. Mais c'est pour ça aussi, tu vois, Naval dit play long-term games with long-term people. C'est parce que c'est ce qui est chiant, c'est quand tu commences à investir, donner des trucs, de la gratitude à des gens qui sont chelous ou qui, tu vois, marchent, tu vois, sans gratitude et tout ça, c'est chiant, ça, tu vois. Ouais. Mais bon, j'aime bien, en fait, j'aime de plus en plus, je la cite de plus en plus souvent, la chanson de Florent Pagny, tu sais, qui est pas... Non, mais tu vois, tu te marres. Non, mais le frère, je te parle de Florent Pagny, tu te marres. Mais en vrai, sa chanson, moi, j'ai compris super tard. Donner sans attendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Et là, il dit rien que pour le geste, sans vouloir le reste et apprendre à vivre. C'est vrai que c'est une belle chose. Tu vois, non, mais rien que pour le geste. Non, j'ai dit quoi? Si, c'est ça. Rien que pour le geste. Sans vouloir alors le reste. Sans vouloir le reste. Ouais. En fait, c'est ça le truc. C'est les gens qui keep score, tu vois, ça me saoule en fait. Ouais. Et bref. On s'en fait un dernier? Allez, un petit dernier. C'est à moi ou à toi? C'est à moi de donner le chiffre. Ok. Je vais donner 9. Être clivant. Ouais. Alors, t'es inspiré? Ouais, si. Mec, t'as pas idée. Tu vois, je sais pas ce que... Enfin, clivant, tu vois, c'est créer un clivage. Quand on dit un clivage, c'est... En fait, ça, tu crées une sorte de droite qui sépare, en fait, les gens en plusieurs camps. En fait, le clivage, c'est... Tu sais, on parle du clivage gauche-droite, du clivage truc, c'est l'un contre l'autre, tu vois, etc. On peut parler, tu vois, des polémiques ou autres. En fait, aussi loin que, tu vois, je me rappelle, j'ai toujours causé des soucis quand j'étais petit, en fait. Tu vois, j'ai toujours été un sujet pour les maîtresses quand j'étais à l'école, sur ce que je disais, sur... tu vois, on parlait de l'influence. J'avais beaucoup d'influence quand j'étais petit. J'étais très leader, tu vois. J'étais, tu vois, délégué de classe plein de fois. Évidemment, en plus, j'étais hyper coquin, donc je faisais plein de conneries, tu vois. Enfin, des conneries, bon, ça va, mais j'étais toujours avec une idée derrière la tête, tu vois. Et en même temps, j'étais super bon élève. Et au primaire, premier de la classe et tout, tu crées un clivant. Le mec, il est bon, il est doué, il énerve parce qu'il montre pas l'exemple. Et en plus, il fait des conneries, le gamin, tu vois. Donc, tu vois, aussi loin que je me rappelle, voilà. Et évidemment, il y a eu des difficultés. Il y a eu des fois où c'était bien, il y a des fois où j'étais un peu, comment on appelle ça, excommunicado, comme on dit dans John Wick, où il y a des moments où, je sais pas, il y a des gens, ils voulaient plus me parler. Enfin, il y avait toujours, je cassais les couilles. Il y avait des gens qui me voulaient pas. Il y a des gens qui m'aimaient bien, qui m'adoraient, ou qui m'aimaient pas sans raison. Je sais pas, mec, tu vois. Il y a des gens comme ça qui créent des trucs chez les gens, des sentiments un peu forts, voilà. Et plus le temps avance, plus les gens acceptent. En fait, j'ai l'impression, tu vois, dans la vingtaine, la trentaine, etc., des gens un petit peu différents, tu vois, la différence. Plus aussi on accepte, tu vois, les gens qui veulent pas fitter, tu vois. On est moins dans le côté fitter absolument. Et donc, voilà, j'ai toujours une manière de penser un petit peu originale, un petit peu différente. Et c'est toujours difficile parce que tu te dis toujours, est-ce que je suis bizarre?
Ou est-ce que je suis un peu différent? Donc, est-ce que pour toi, on devient clivant ou on est clivant? Je pense... Parce que ce qui est assez intéressant dans ton personnage, après, juste, j'accentuie un peu la question, parce que ce qui est intéressant dans ton personnage, c'est que tu es quand même quelqu'un de très à l'écoute. Tu écoutes beaucoup les autres, tu les comprends et tu acceptes leur position, tu vois. Et dans le même temps, tu arrives à toi garder tes positions pour être clivant, pour passer un message un peu clivant, tu vois. Enfin, je te dis que tu es clivant, mais c'est parce qu'en fait, je pense que aujourd'hui, les gens qui sont pas clivants sont fondamentalement chiants. Si t'as pas de personne à table qui te dit bah, moi je suis pour A et c'est comme ça, le mec est beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui dit moi je suis pour A et aussi pour B. Tu vois, t'as pas de débat en fait, si t'as pas de personne qui dit. Donc en fait, est-ce que t'es clivant parce que t'aimes le débat? Est-ce que t'es clivant en acceptant les idées de l'autre? Je pense que c'est le cas, tu vois. Mais est-ce que, enfin, comment est-ce que tu peux être clivant en acceptant les idées de l'autre et est-ce que tu peux aussi changer d'idée, tu vois? Est-ce que ton idée peut changer avec le temps? Ouais. Oussama est très clivant, je sais qu'il peut changer d'idée dans 24 heures, par exemple, tu vois. Non, mais en fait, c'est plutôt un état d'esprit. Ouais, moi, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai changé d'opinion. Tu as parlé de débat. En fait, je débat pas vraiment. Tu vois, quand les gens me disent des trucs... Moi, j'aime bien écouter les opinions des gens. Et je vais dire, ok, intéressant. Et après, je peux écouter l'opinion de quelqu'un qui va me dire complètement l'inverse de ce qu'a dit l'autre personne. Et je vais me dire, ok. Tu vois, j'accepte en fait les opinions. Je pense qu'une forme d'intelligence, c'est le fait de tolérer des choses que quelqu'un dit auxquelles tu n'es pas forcément d'accord, sans être dans la réaction systématique. Et alors, les gens qui disent, oui, tu peux pas dire ça, ce que tu dis, t'es intolérable. Bah, alors, ferme ta gueule, mec. Genre, franchement... je pense que la cabesté à entendre des trucs vraiment difficiles, tu vois, polémiques, garder ton calme, et surtout si ça te concerne. Tu te retiens quand quelqu'un débat ou quand quelqu'un partage ton idée, t'as pas envie de comprendre son opinion plus que ça? Si, ou... bah, je peux poser des questions, mais je vais pas te débattre. D'accord. C'est-à-dire, je vais dire, ah ok, d'accord, et donc qu'est-ce que tu penses de ci, de ça, etc. Mais toujours en étant plutôt agréable, en fait, dans la compréhension, tu vois. Par contre, le débat, tu dis ça, mais on peut dire ça. Enfin, en fait, je vais pas confronter la personne, tu vois. Je vais essayer de comprendre pourquoi elle pense ça. Et éventuellement, après, je peux donner mon opinion, enfin, si elle la demande ou si elle la demande pas. Mais de toute façon, je le fais. En général, je donne mon opinion parce que je l'écris en ligne, tu vois, en général. Parce que personne ne la demande. Moi, je me dis, ok, je vais écrire sur ce qui me plaît. L'autre truc, c'est accepter, je pense, de se taire quand tu sais pas. Ou de pas dire de la merde quand tu sais pas, en fait. Et de dire, tu vois, on te pose une question sur un truc, tu dis, je m'en bats les couilles, en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de tel truc, de tel événement? Je m'en bats les couilles, en fait, tu vois. J'ai pas d'opinion. Et je m'en tape. T'es pas obligé, en fait, à avoir des opinions sur des trucs. D'ailleurs, souvent, les gens qui ont des opinions sur tout le temps sont un peu cons, tu vois. Enfin, c'est un peu chelou d'avoir des opinions sur tout le temps. Donc, et à l'écoute, ouais, bah, parce que, en fait, on essaie de te faire croire, tu vois, et surtout les gens qui débattent qu'on est dans un monde de logique, faut toujours avoir raison. Je suis pas sûr que la logique, ça soit toujours ce qui prédomine, en fait. D'ailleurs, chacun a sa logique, en fait. C'est question ça dépend aussi de ce qui est important pour toi dans les hiérarchies des valeurs. Tu vois, y a une phrase que j'aime bien dire à ma coach, c'est bah, moi, je veux pas dîner avec la logique, tu vois. Je préfère dîner avec la grâce, l'élégance, tu vois, le rire, tu vois. Il n'y a rien de pire que la logique. Tu te rappelles, là, la meuf avec qui on a dîné la dernière fois, et je lui ai dit un truc, elle a commencé à me casser les couilles. Ouais, tu dis ça, mais tu vois, et franchement, j'étais là. T'es arrivé d'ailleurs, t'as dit, oh les frères, putain, il y a de l'électricité en l'air. Sérieux, mec. Ouais. En fait, elle était en train de faire un débat d'arguments, de trucs. Mais tu sais, tu vois, quand ces gens, ils arrivent dans des débats, dans des dîners, un peu, en fait, ta gueule, tu vois. Ouais. Et on peut parler de trucs sympas, on peut
Enfin, on peut parler de trucs intéressants, mais sans s'écharper, sans se disputer, tu vois. Je pense que c'est cool, en fait, les gens qui gardent leur sang-froid. Ouais. Et en fait, qui peuvent écouter les opinions des autres, tu vois, sans s'emporter, etc., dans le respect, en fait, tu vois. Et ouais, et donc de bien s'écouter, un bon hôte, un bon convive, c'est quelqu'un de gracieux, je pense, d'élégant, de fun, à l'écoute. Et moi, c'est ce que je cherche beaucoup chez les gens. Euh, mais ça veut pas dire que tu peux pas être d'accord enfin, que tu peux pas me contredire ou autre. Mais en fait, on peut entendre, tu vois, l'opinion de quelqu'un. Moi, j'aime bien entendre les opinions des autres, mais et donne-moi ton opinion. Mais viens pas me casser les couilles sur ce que je viens de dire, en fait, tu vois. Ouais. Et en fait, par contre, j'étais avant un peu comme ça, mais tu vois, je fais des trucs un peu bizarres. Mais par exemple, euh, ça m'arrive, par exemple, que des gens, ils fourchent sur des mots ou tu vois, ils vont pas utiliser le bon terme, ou parfois ils vont utiliser un mot qui n'existe pas, ou parfois ils vont parler tu vois, d'une personne, ils vont donner le mauvais prénom, le mauvais nom. Et quelqu'un me l'a fait remarquer la dernière fois, mais c'est plus important pour moi que la personne puisse s'exprimer librement et sans se faire juger et de pas trop l'embêter. Et en fait, parfois, la personne, par exemple, elle va se tromper de nom ou de prénom. Je sais pas, c'est comme si toi, on t'appelait pas, un mec disait, ouais, tu vois, Kevin Dufresne, et il disait, ouais, tu sais, Pierre Dufresne, tu vois. Et bah, moi, je suis capable, dans une conversation, si quelqu'un dit Pierre Dufresne, tu sais, le gros hacker sur LinkedIn, je suis capable de faire, ouais, Pierre Dufresne, et en fait, je vais t'appeler Pierre Dufresne dans la conversation. Non, mais tu vois, je te dis de la C'est merde. parce que t'es taquin, toi. Non, mais si quelqu'un t'appelle Pierre Dufresne, Ouais. et ben en fait, je vais pas forcément le corriger. Je vais pas forcément dire Kevin Dufresne, Ouais. ou je vais lui dire, ouais, ton mot, il veut rien dire. Tu sais, les gens, ils ont En fait, parce que je vais plutôt me dire, je vais plutôt écouter ce que la personne me dit sur toi, etc. Tu t'écoutes pas les détails, quoi. C'est ça, Non, mais en fait, si tu veux, je trouve que les gens, ils essaient toujours trop de corriger sur des trucs. Tu sais, j'ai parlé, tu sais, des QI, les pires, c'est les QI à 105, 110, tu sais, qui viennent te corriger sur Internet. En fait, ils sont assez de facultés cognitives pour raisonner et mettre quelques arguments en face, mais ils n'ont pas, en fait, la faculté transcendantale des gens qui ont des QI plutôt à 135, 140. Je sais, évidemment, que le QI, c'est pas une mesure d'intelligence, mais c'est une mesure jusqu'où tu es capable d'aller, en fait, en fonction cognitive, où les gens, ils vont buter sur des détails, en fait, alors que... Enfin, tu vois, il y a une phrase qui dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt, en fait. Arrête, on s'en fout de quel doigt il utilise. Regarde le message un peu transcendantal qu'il va utiliser. Ouais. Donc, il n'y a rien de pire parfois que la logique, en fait, dans ces trucs comme ça. Et clivant, je veux dire, on vit, bah, tu sais, on a parlé tout à l'heure de la nourriture, des trucs comme ça. On vit dans une société où le fait de ne pas offenser les gens est devenu plus important que des trucs qui sont des principes fondamentaux comme la biologie, tu vois, la science, la SVT, la chimie, tu vois, l'histoire. Et sous prétexte que, en gros, bah, aujourd'hui, bon, bah, vas-y, je peux le dire, mais sous prétexte qu'aujourd'hui, je te donne un exemple, mais quand je fais des programmes avec des coachs sportifs pour les accompagner, etc., et que les coachs sportifs, ils disent, ouais, ils appellent, ouais, arrête de faire la loc, ou putain, t'en as pas marre, après les fêtes Putain, les mecs se font taxer de grossophobes. Enfin, c'est quand même démontré par la science que quand tu as trop de masse graisseuse, notamment au niveau abdominal, etc., ça t'amène à l'obésité, et que l'obésité, c'est pas bon pour les coronariens, pour les veines, enfin, tu vois, c'est pas grossophobe, je veux dire, c'est juste une question de santé, tu vois. Et en gros, le fait de ne pas offenser des gens qui seraient en surpoids peut devenir plus important que le fait de dire la vérité sur la santé. Et donc, on peut me trouver clivant. Moi, je vais dire un truc que j'ai dit sur tous les réseaux. C'est, moi, je dis principalement des trucs, c'est se traiter bien, aller faire des spas, des massages, monter son business pour être indépendant de la société et apprendre à chasser son propre gibier, faire plus de cash pour mettre sa famille à l'abri, faire du sport pour être en forme avec de l'énergie, etc. Et essayer, tu vois, de nouer des relations avec les autres et de ne pas rester dans les villes. Globalement, c'est ce que je dis. Ce qui ne me paraît pas quand même quelque chose de fondamentalement clivant. Je te jure que c'est globalement le sujet que je dis, hein, enfin, le sujet que j'utilise. Et d'utiliser Internet pour faire ton propre média, loin de la publicité
des journaux, des médias traditionnels, de la radio, etc. Je te jure que c'est ça mon discours. Et globalement, il y a des gens qui vont toujours trouver quelque chose à redire pour dire t'es grossophobe, t'es insultant vers les salariés, t'as aucune estime pour les gens qui n'ont pas de sous, tu culpabilises ceux qui n'ont pas la possibilité de faire la même chose que toi. En partageant tes chiffres, tu crées un climat d'anxiété sur ceux qui font pas aussi bien que toi. Frère, il y a un moment clivant de quoi, tu vois, genre, En fait, c'est les gens qui s'offusquent des messages que tu dis parce que tu t'en perds pas les messages que tu donnes parce que c'est tes opinions et En fait, de ce que je comprends dans ce que tu dis, être clivant, en tout cas de la manière que tu la vis, en tant qu'influenceur LinkedIn, je rigole, opinion leader, on va dire ça. Finalement, ce que tu partages sur les réseaux sociaux en étant clivant, c'est ni plus ni moins qu'une mission. C'est ta mission, c'est ton why. C'est la raison pour laquelle tu te réveilles tous les matins. Et je me reconnais un peu là-dedans. Alors, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais par exemple, Gary Vee, ça va être la personne qui va dire putain, prends ton putain de téléphone et commence à publier sur les réseaux sociaux, tu vois. ouais. Gary Vee, il va te répéter que des trucs comme ça. Il va te motiver à bouger ton cul. Gary Vee, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un influenceur américain qui a des boîtes de vin et qui a commencé très très tôt à faire des vidéos de lui, à travailler son personal branding. Aujourd'hui, il fait des conférences dans le monde entier. Gary Vee, il ne ferait pas autant de contenu, il ne coacherait pas autant les gens sans apprécier le changement et la métamorphose qu'il procure chez les autres. Ouais. Tu vois. Donc je pense que en fait, être clivant, c'est avoir des convictions fortes par rapport à son histoire personnelle, mais sans forcément faire semblant de le faire. Tu vois. En fait, tu deviens pas clivant tu peux pas. Enfin, tu peux, mais ça va se sentir. Je pense que tu es clivant parce que tu as une bataille à mener. Tu vois. T'es pas clivant parce que tu veux le devenir, en fait. Je sais pas ce que tu en penses de ça. C'est pour ça la question initiale, c'est est-ce que tu peux le devenir ou est-ce que tu peux pas devenir clivant ou est-ce que tu es né clivant. Moi, je sais que tous les matins, je me réveille, et ça l'est encore aujourd'hui, tous les matins, je me réveille pour une mission. Ma principale mission, et c'est la même que la tienne, c'est de putain de sortir les gens du système. Parce que j'en ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu d'être dans le système. Je suis resté bloqué 10 ans dans le système. Je suis resté 10 ans à croire que j'étais incapable de faire rien, de faire quoi que ce soit. Je suis resté 10 ans à bosser pour des boîtes qui m'ont toujours sous-estimé et qui m'ont jamais mis en avant. Je suis resté 10 ans à gagner 3 000 € par mois. Je suis resté 10 ans à picoler et à me bourrer la gueule tous les week-ends parce que j'étais malheureux dans la ville de Paris. Je suis resté 10 ans à rentrer dans le métro tous les matins. Enfin, ce genre de choses auquel j'ai la chance, moi, d'être sorti et d'être privilégié, tu vois. J'ai envie un peu d'aider et de tirer par la main les gens pour passer la porte magique, tu vois, qu'on a dit avant. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre manière, en fait, que d'être sûr de ses positions pour pouvoir influencer les gens. Ou du moins, pas les influencer, mais les guider. Tu vois. Bah, ouais, mais alors là, c'est clair. Et tu pars en partant du principe que les gens soient des believers et croient qu'on ait des bonnes intentions. Parce que c'est pas le cas, en fait. Si tu veux, en gros, t'as deux types, t'as plein de types de haters, mais t'as un type de hater qui est j'appelais ça juste aujourd'hui le hater de mauvaise intention. C'est-à-dire, il pense que tout ce que tu fais et tout ce que tu dis est une production qui va amener les gens à te voir et t'acheter tes trucs. Et donc, en fait, tu vas souvent avoir des critiques. Souvent, je trouve que c'est vraiment des petites salopes, tu vois, les gens qui critiquent ce truc-là, qui disent « Non, mais tu dis ça parce que ça sert bien ton business. » C'est toujours des gens qui se cachent, tu vois. Ouais, t'as des mauvaises intentions derrière. Et en fait, t'es là, ouais, j'ai mon audience, c'est ma manière de vendre. On a tous quelque chose à vendre, en fait. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que la personne qui pense qu'elle n'a rien à vendre. C'est pas parce que tu
ne vends rien que tu n'as rien à vendre. On peut tout acheter. On peut t'acheter ton temps. On peut t'acheter, tu vois, ta vertu, en fait. Quand, d'ailleurs, les gens essayent de dire, oui, tu fais ça pour blabla, t'as quelque chose à vendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent le fait qu'ils se croient vertueux. Ils vendent le fait qu'ils sont vertueux et qui se présentent comme vertueux en essayant de défendre la veuve et l'orphelin de méchants vendeurs de cours comme nous. Qui d'ailleurs souvent vont dire en fait que les gens qui achètent nos trucs sont des personnes désespérées, crédules, tu vois, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. Ce qui est marrant parce qu'en fait les gens, moi qui achètent mes cours, tu vois, ou notamment les gens que j'ai accompagnés, tu vois, dans le business, j'ai des preuves dans tous les sens, tu vois. Ce matin, j'ai fait un post sur Anouk et Lisa où je les ai accompagnés, tu vois, sur leur stratégie social media. Après, qui va être mon associé, elles ont fait des millions de chiffres d'affaires l'an dernier, tu vois. Je veux dire, tout est documenté, elles ont été à la télé, enfin, il y a tous les trucs partout, tu vois. On peut pas remettre en cause, tu vois, que j'ai fait ça. J'ai des preuves. Et donc, que j'ai aidé, en fait, ces gens-là. Et je veux dire, les gens vont dire, oui, les gens crédules. Anouk et Lisa, c'est ça qui veut être mon associé sur M6. Elles avaient fait 1,5 million de chiffre d'affaires en 2022. Elles ont fait 5 millions en 2023. Elles ont fait 1 million la semaine après qui veut être mon associé. Et j'ai déjeuné avec elles le lendemain de l'émission qui veut être mon associé. J'avais préparé la campagne de communication avec elles et on a fait leur post LinkedIn qui ont fait 1 million de vues chacun le lendemain. Ok, viens me chercher sur l'impact que je peux avoir sur ces gens et va dire que c'est des gens désespérés. C'est des nanas qui font 5 millions de chiffre d'affaires par an. C'est pas des gens désespérés. J'en ai plein des comme ça, des gens qui ont levé 20 millions, tu vois, des gens qui étaient leaders d'opinion. Tu vois, j'ai accompagné Grégoire Gambato, j'ai accompagné Waipen Morter, tu vois, sur les culottes de règles, tu vois, qui fait des millions de chiffre d'affaires aussi. Tout est documenté et ces gens sont des vrais entrepreneurs. J'ai des screenshots et c'est des gens qui diront Thibault Louis m'a aidé, m'a accompagné là-dessus, tu vois. Et j'ai toutes ces preuves-là. Et ça fait mal, en fait, à des gens qui vont dire que t'es mal intentionné. Ils vont dire, oui, il y a ces gens crédules. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les gens qui disent, oui, tu vends des trucs à des gens crédules, c'est que les gens pseudo-crédules, c'est des gens qui ont les résultats, on a les preuves de tous les résultats qu'ils ont eus, et c'est des gens qui sont beaucoup plus riches, et bon, je me permets, beaucoup plus intelligents que nos pseudo-critiques, tu vois. Et ça, putain, mais ça, si tu le mets... Mais le truc, c'est qu'avec tous les critiques à la con, tu vas pas leur mettre... En fait, moi, j'ai pas le temps de prouver, d'aller débattre avec n'importe quel connard. De toute façon, ces gens, c'est des non-believers. Ils achèteront pas. Ils vont s'étouffer dans leur somme de non-believers. Ouais. Parce que, en fait, ils ont pas envie d'y croire, et puis ils ont envie de croire que tout le monde est méchant. En fait, moi, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien... C'est un peu les gens qui payent YouTube Premium ou les gens qui regardent des publicités, quoi. Ouais, putain. Les gens aiment bien être le produit et d'autres préfèrent acheter pour ne plus l'être, tu vois. Moi, je préfère payer 30 balles par mois YouTube Premium qui m'a changé la vie plutôt que, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui vont continuer à regarder des putains de publicités parce qu'ils n'ont pas envie de dépenser d'argent, parce que c'est gratuit, tu vois. Et qu'en fait, tout doit être gratuit. Sauf qu'en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est eux le produit. Et que du coup, il y a d'autres personnes qui vont s'enrichir sur leur dos, quoi. Et je pense que c'est plus de transparence. Et ces gens-là, moi je suis pareil, je sais qu'ils m'achètent. Ah, quoique moi j'ai déjà eu un hater qui m'a acheté ma formation, c'était marrant ça. Plusieurs fois d'ailleurs même. Il disait oui, envoie-moi ton PDF, etc. T'as dit que tu me l'envoyais, etc. Je fais je t'ai envoyé ce que je t'avais dit que t'envoyais. En revanche, le reste du truc est dans la formation, donc non, c'est payant. Et le mec m'a insulté jusqu'au moment où il dit vas-y, t'es quoi, j'ai pris ta formation. Et après, il était content, il m'a mis une bonne note. Tu vois. Bah, ouais. C'est souvent comme ça, parce que moi, dans l'idéal, ce que j'aimerais faire, j'aimerais que ma formation un jour devienne gratuite, tu vois, et que j'arrive à vivre d'une autre activité pour donner le savoir gratuitement aux gens, tu vois. Dans l'idéal. Mais franchement... Mais c'est pas possible pour l'instant. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, en fait, c'est ça le truc, c'est que si, comme Naval, on avait fait, tu vois, on avait fait un exit à plusieurs centaines de millions, tu vois, on vendrait pas... en tout cas, les produits qu'on fait, on les donnerait gratuitement. Bah oui. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une position où on est assez sécure financièrement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne gagne pas d'argent. Alors évidemment, les gens, ça c'est la critique du con, la critique du con. Si vous pesiez vraiment, vous ne feriez pas des vidéos. Si vous pesiez vraiment, vous ne vendriez pas des formations...
c'est tellement con, tu vois. C'est comme dire à un mec à Hollywood, bah si t'étais si fort que ça, tu ferais pas des films à Hollywood. Ben, je sais pas, en fait, ta gueule, en fait. Tu vois, on fait des formations, enfin, on fait des vidéos parce qu'on discute là, et au lieu d'avoir la discussion avec un resto, d'ailleurs, on va probablement aller au resto après, c'est juste qu'on filme, et en fait, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui nous remercient, tu vois. Est-ce que c'est des gens crédules, des trucs? Ben non, on peut aussi voir ça avec la bonne intention. Et le problème d'Internet, c'est que les gens, ils sont tellement aigris, beaucoup de gens, souvent, c'est une frustration qui vient de 3 ordres, soit financier, soit de reconnaissance, soit sexuelle, tu vois. Et cette aigreur, ensuite, ils te la transforment et ils te la mettent envers toi, voilà, parce qu'ils veulent se faire passer pour des gentils, ou ils vont se combattre avec toi pour se faire passer pour intelligent. Et généralement, c'est que, bon, bah, en gros, soit le mec enfin, la personne est mal baisée, entre guillemets, tu vois, et donc du coup, bah, ça a aussi le manque de reconnaissance. Ou alors, elle pense qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur, bah, financièrement, ou romantiquement, ou juste par rapport à ce que les gens s'en foutent de sa vie, tu vois. Mais d'ailleurs, si elle avait quelque chose à faire de sa vie, elle ne serait pas à commenter négativement nos conneries. Et le dernier, c'est financier. Ben, en fait, tu vois, quand tu penses que tu es vaguement intelligent et que tu as fait des trucs, mais que tu as l'impression que la société ne te rétribue pas assez financièrement, c'est dur, hein. Ouais. Et généralement, cette frustration qu'ils ont, ils te la foutent dans la gueule parce qu'ils n'ont pas envie de croire à tes trucs. C'est des non-believers, c'est des sceptiques, c'est des soupçonneux. Et ils ont une âme, leur âme est noircie en fait par leur pessimisme. Tu vois, ils n'ont plus une once d'espoir, de joie, même de fantaisie en fait. Ils n'ont plus de fantaisie. C'est devenu des bâtons logiques à 105 de QI. Donc le problème, c'est qu'ils sont résignés. Ils sont malheureux, ils sont frustrés, et ils ont même pas le logiciel pour comprendre des trucs transcendantaux. Ceux-là, c'est vraiment faut jamais les inviter, eux, hein. Ouais. Bon, on va arrêter de parler d'eux parce que je pense qu'ils ont envie de. ils ont envie qu'on parle d'eux, donc. Oui, je pense que c'est bien d'avoir posé le truc. Mais c'est pas. En fait, je pense que c'est aussi important parce que le sujet des haters est un sujet qui est vachement bloquant pour les gens qui nous suivent. Et moi, je reçois beaucoup de messages. Comment tu gères ça? Qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, ça peut. Enfin, c'est aussi important d'apaiser les gens et surtout aussi de montrer que, enfin, c'est pas eux qui gagnent, quoi. En fait, c'est eux. Les haters sont en tort, en fait. T'as rien fait de mal, tu vois. C'est des merdes et c'est des cassos, quoi. Tu vois, des tocards. Et en fait, t'as raison de faire les trucs. Et en fait, rappelez que tu n'as rien fait de mal. C'est eux qui sont les harceleurs, qui te cornerisent, tu vois, et qui n'ont pas à faire ça, tu vois. Ouais. Bon bah, allez, encore une pépite, bravo. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Les commentaires en dessous, pareil. Ciao, ciao.